désespoir est le campement de celui qui ne peut exprimer sa peine lorsque son seul ami, son compagnon ou sa mère n'est plus là pour l'écouter. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce mardi 19 mai de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Vous connaissez bien le principe ensemble. Pendant les 2 heures à venir, nous allons justement décrypter l'information. Alors, messieurs, bonjour. Good morning, Mange Venasus, and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers in the house this morning. How are you? I'm fine. J'espère que vous allez bien. Hein? Non, pas fine. fine et puis après, vous me dites que vous êtes malade. Alain Diop, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. La nuit a été? Oui, bien. Vous savez que la nuit était plus froide et donc nous tous, personne n'était, tout le monde était bien. Bon. Bien dormi. Si vous avez en tout cas eu la pluie chez vous, c'est tant mieux. Oui, absolument. On sait également pertinemment, mesdames, messieurs, que demain c'est le 20 mai 2020 et ça sonne d'ailleurs super bien parce que justement demain ce sera justement la fête de l'unité. On espère tout simplement qu'il y aura un discours du chef de l'État qu'on attend justement avec impatience. Mais tout de suite maintenant, prenons la revue de presse. For this Tuesday, the 19th day of the month of May 2020, we begin a review of newspaper headlines with the Guardian Post newspaper that writes, linking all deaths to COVID-19 unacceptable. Medics in Cameroon, despite their sacrifices, are being accused of attributing all deaths to COVID-19 in order to cover up professional negligence and errors. 1 year after administrative classification, Mokang Chiefdom counts their achievement and thank Biya. And in this obituary, National Rights Commission Chair and former Kupe Mwaninguba MP die same day. Dr. Chemota Divine Banda and former MP Honorable Bob Ngujide have been confirmed dead. Then in their editorial page, the Guardian Post newspaper tells us while President Paul Biya should address the nation this 20th of May, that comes up tomorrow, Wednesday, 2020. The government-owned Cameroon Tribune has their focus on the 20th of May. On page 4 to page 7, the 48th anniversary of the unitary state of Cameroon is another moment for Cameroonians to take a break and reflect on what unites us. The paper says the country is united even without festivity as the public manifestation has been annulled due to the health crisis the country is going through. Automatic toll gates. The paper informs us that a video conference took place simultaneously in Paris and Yaoundé yesterday, during which the Minister of Public Works and the Fire Group agreed to construct 14 automatic toll gates on some roads across the country. Then talking about Human Rights Commission, Dr. Chemota Divine Banda passes on. The paper tells us that he died in Yaoundé yesterday after suffering from a brief illness, as we read on page 2. Le Jour newspaper on page 11, with an open letter to Akam Fumo, quotes Christelle Nadia Fotso, who talks of the second death of Fotso Victor. Le Messager, talking about crimes against humanity, says the state of Cameroon has been dragged to court in Paris following a complaint by the Council of Cameroonians in the diaspora to denounce all acts of acts against humanity, tabled in the court of first instance in Paris. L'Economie newspaper, talking of measures to accompany the fight against the spread of COVID-19 pandemic by the state, the paper says on page 2 that economic operators in the hotel sector are not satisfied with measures taken by the state, and during their come together last 12th of May 2020 in Douala, they pleaded with the state to assist them bounce back with their activities. The CPDM-owned newspaper, L'Action, on the fight against COVID-19 pandemic, says Paul Biya boasts the resistance with his gift of 2 million face masks to vulnerable groups working in sectors that group a lot of people. The paper says the 2 million face masks cost close to 1 billion francs CFA, as we read on page 7 to page 12 of L'Action newspaper.
Mutation newspaper on page 9 talks of from softening measures to softening measures put in place by the state, saying the infection rate is exploding since government softened some measures, and the paper says this is the phase of contamination of all dangers. Out of Cameroon, we take the daily Pan-African Le Quotidien Numérique d'Afrique that opens in Burkina Faso with a giant statue of Thomas Sankara that was unveiled to the public. In Rwanda, the paper talks of one of the financial arms of the Rwandan genocide who has been arrested 25 years after. And in Benin, municipal elections take place even with the COVID-19 pandemic. In next door Nigeria, the Vanguard newspaper says Akwa Ibom state government has warned that any private school in the state that reopened for the third term 2019-2020 school year, either in school environment or online before it authorizes, that will have its license withdrawn and prosecuted. The education authorities said yesterday, Monday, that the state will announce the resumption of both public and private school when it is convinced of the safety of the children. The Ugandan president yesterday, Monday, as the Daily Monitor newspaper in Uganda says, warned of serious trouble if all the 2 million Ugandan citizens trapped outside the country because of the COVID-19 pandemic lockdown returned home. Only 2,500 of them have expressed interest to return home, according to the president. Even with this figure, the president said government is not ready to manage them after their return. In Kenya, the Daily Nation newspaper says, days after threatening to frustrate government's agenda in both the National Assembly and the Senate, Deputy President William Ruto allies have made a U-turn and are now promising to support President Uhuru Kenyatta until he finishes his term of office. The Star newspaper in South Africa talks of pressure to shut power stations, but warned that the closure would paralyze the economies of many coal mining towns in Mpumalanga. North of the continent, the Egypt Independent newspaper reported that the Coptic Orthodox Church said that at 3 a.m. on Saturday, a pedestrian threw a Molotov cocktail at the Virgin Mary and the Martyr St. George Church in Gabriel, Alexandra. No injuries were reported, and the church building remained undamaged. We end with the Herald newspaper in Scotland that says, lockdown bad habit take their toll on Scots' health as 4 in 5 admit to poor diet, smoking, and late night as a survey revealed. Steve, these are some of the information we could have in Africa, in Cameroon, and the world. Merci en tout cas pour toutes ces informations qui nous viennent d'ailleurs du Cameroun, de l'Afrique et justement du monde. On va également retenir la grande une de The Guardian Post ce matin qui nous dit tout simplement que faire passer en tout cas tous les morts comme étant sûrement les morts du Covid-19, c'est inacceptable. On va en tout cas parler avec Mangue Venache dans un instant. Allons justement avec la langue française avec Alain Diok. Commençons par le quotidien Le Messager qui barre à son pied de une crime contre l'humanité, l'État du Cameroun à la barre à Paris. Selon le journal, une plainte pour dénonciation du Conseil des Camerounais de la diaspora sur la table du TGI. Le quotidien Cameroun Tribune, 20 mai unis, même sans festivité. En dépit donc de l'annulation des célébrations publiques de la fête nationale pour cause de crise sanitaire, le 48e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire ce mercredi est une autre occasion pour que les Camerounais, justement, de marquer un temps d'arrêt pour réfléchir sur ce qui les rassemble, nous renseigne le quotidien Cameroun Tribune de ce jour. Mutation s'intéresse à la pandémie du coronavirus au Cameroun, de l'assouplissement à l'assoupissement. Les infections explosent depuis la levée de certaines mesures de restriction. La phase de contamination communautaire de tous les dangers nous renseigne Mutation de ce jour. Dans cette croisade contre le Covid-19, Paul Biya booste la riposte, nous renseigne le journal L'Action. En effet, le chef de l'État vient d'offrir 2 millions de masques faciaux aux groupes vulnérables œuvrant sur les places à grande concentration humaine pour un coût d'environ 1 milliard de francs CFA. En page 6 du même journal, l'on présente les 12 travaux de Mathieu Fotso à la commune de Pété-Bandjoun
Consciente donc que son prédécesseur de père avait mis la barre très haute, Mikilov entend relever le défi de poursuivre justement le développement de cet arrondissement. Concernant les mesures d'accompagnement de l'État, le secteur hôtelier n'est pas satisfait, ce qui indique le quotidien de l'économie. Les acteurs de cette branche d'activité étaient donc en conclave le 12 mai dernier à Douala. Après évaluation justement des restrictions émises au mois de mars dernier par le gouvernement afin de lutter contre le Covid-19, ils sollicitent un nouvel appui des pouvoirs publics pour espérer un rebondissement de la filière. Le journal de l'économie du Cameroun, dans son numéro de ce jour, les raisons qui éloignent la dévaluation du franc CFA, lire dans le journal l'analyse du cabinet de notation financière Standard & Poor's. Le journal Le Temps parle de Mvondo Ayolo, le serviteur qui dérange l'homme dont la fidélité du chef de l'État est indubitable, fait donc l'objet des attaques groupées, des coquetteries justement diverses. C'est donc à lire tout cela dans le journal Le Temps de ce jour. Le journal L'événement nous balade dans la commune d'Ayos. Là-bas, il y a du sang neuf pour un nouveau départ. Paul Ndongobiko, prêt donc à relever les défis pour le développement avec l'ensemble de toutes les populations sans distinction de clan ni d'intérêt. Le journal L'Anecdote nous renseigne que Télé-Sud c'est la renaissance de l'Afrique. Dans une interview du président de la chaîne panafricaine, Jean-Pierre Amogo-Belinga, annonce donc le lancement des programmes depuis hier. La chaîne qui est déjà disponible sur Canal 395 du bouquet Canal+, affiche des ambitions mondiales. On la retrouve également sur vos smartphones. Au Gabon, le journal L'Union laisse un questionnement à sa grande une. À quand le retour à l'école? Le journal nous dit que la question préoccupe les parents d'élèves, encore plus ceux en classe d'examen, alors que la pandémie du Covid-19 à l'origine de la suspension des cours bat encore son plein. Quel pourrait être le calendrier de reprise des enseignements dans le primaire et le secondaire pour boucler l'année? La communication du ministre Patrick Mungiama Daouda peut être cette fin de semaine est ce fait très attendu. Au Congo, les dépêches de Brazzaville titrent au transport certains, déconfinés, les Brazzavillois confrontés au demi-terrain. Après 2 mois d'inactivité du fait justement de l'état d'urgence sanitaire et du confinement, les transports en commun s'adonnent donc à des pratiques de demi-terrain longtemps décriées par les transporteurs. En RD Congo, le courrier de Kinshasa parle de démarrage de l'enseignement à distance via la RTNC. Le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique a donné le go de cette initiative le 17 mai dernier. Il s'agit de la diffusion des éléments d'apprentissage sur Radio-Télévision nationale congolaise sur toute l'étendue du territoire national avec justement l'appui de l'UNICEF. Allons-y tout de suite en France avec le journal Le Monde qui parle donc de la Chine qui est sur la sellette de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé tiendra donc par visioconférence lundi 18 et mardi 19 mai. Donc aujourd'hui, la 33e assemblée annuelle en pleine pandémie. Terminons par le quotidien sportif L'Équipe. Le sport face à la crise, les choses de la vie d'après. Mis donc à l'arrêt par la pandémie du Covid-19, le monde du sport est ébranlé sur ses fondations. Le journal ouvre donc les débats et propose des solutions. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Justement, tous ces journaux et quotidiens sont à retrouver dans les kiosques chez votre marchand de journaux. J'aime bien la une de quotidien L'Équipe, hein, ça me rappelle toujours le titre d'un film, Le jour d'après. On espère tout simplement qu'il y aura également le jour d'après, ou bien alors la vie d'après le Covid-19. On va également retenir dans votre revue de presse ce matin, justement, la une de Économie du Cameroun de notre ami Aloïse Onana. Les raisons qui éloignent justement la dévaluation du franc CFA. On parle bien sûr des finances, en tout cas. Dans les colonnes du journal, on peut avoir l'analyse du crédible cabinet de notation financière Standard & Poor's. Je vais revenir avec Mangué Venachus. The Guardian Post nous fait savoir qu'aujourd'hui, je le dis d'ailleurs depuis des semaines sur ce plateau, personne ne m'écoute, que tous les morts aujourd'hui, ils sont atteints du Covid-19. Actually, Steve, we are surprised with this information. We are not surprised with this information from the Guardian Post because it's like when somebody dies now, it is COVID-19. Of recent, we're talking of
Professor Franklin Afangwi Ndifo, who died here in Douala, and the family is appointing another source, whereas the medical professionals have identified COVID-19 as the cause of his death. That has not been the case. We have had families here fighting with the medical profession or with the security forces to retrieve the corpses of their family members, because the health personnel said he died of COVID-19, whereas they did not know. Steve, the first case that we had here in Cameroon, I remember when he died here in Douala, the family said it was COVID-19. And the government said, no, he was not COVID-19. Because the director of Lakentine Hospital refused that he was not tested even for COVID-19. Now, the trend has changed in such a way that every death now is COVID-19. And like the Guardian Post is telling us this morning, is unacceptable. It's unacceptable. And they think that the general population now believes that medical professionals are coming up with this pretext of COVID-19 to cover up their professional negligence and errors, because they believe that it is out of error that these patients are dying, and because once they die, they just cover it up and say that no, he died of COVID-19. And other arms are pointing to the fact that there are other issues that when they die, you don't even see the corpse, and people are now talking of trafficking with parts of human being, because when they do that and they mutilate the corpse, you will not even see the corpse. They just say he died of COVID-19. They bundle the corpse and dispose of without the family actually, On a l'impression, Alain Diop, que certaines personnes se sucrent d'ailleurs derrière justement cette pandémie du Covid-19, parce que chaque fois maintenant, c'est tout le monde qui est mort du Covid-19, ou alors on a l'impression que l'État du Cameroun a besoin d'atteindre un taux de décès. Oui, disons que dans toutes les pandémies, que ce soit des pandémies, que ce soit la guerre, il y a toujours ceux qui en profitent. Donc forcément, il y a des gens qui en profitent de cette pandémie du Covid-19 parce qu'il y a des commissions, il y a des rétrocommissions, des négociations et tout ça. Donc maintenant, ça c'est une chose. Et pour revenir un peu, je pense qu'il y a ce qu'on appelle chez nous, les gens n'ont plus confiance à ceux qui gèrent notre cité. Ça fait que quand les politiques s'y mêlent avec justement les ingénieurs, moi je les appelle souvent les ingénieurs, ou alors par exemple les médecins. Je crois que moi j'ai encore confiance, si j'ai confiance encore à des gens dans ce pays, c'est encore la médecine. Parce que quand j'y vais à l'hôpital quand même, je reçois des soins. Donc je me dis qu'il faut faire confiance. Il ne faut pas aussi créer un environnement de soupçon inutile. Moi je pense que faisons confiance aux médecins. Parce que les médecins ne sont pas des hommes politiques. Ce n'est pas parce qu'on est malade, on a une maladie incurable qu'on ne peut pas être atteint du Covid-19. Ou bien vous partez à l'hôpital souffrant d'une maladie qui est incurable. Par exemple, les gens ont l'hypertension. Vous avez l'hypertension, vous arrivez à l'hôpital, on peut trouver là-bas que vous êtes atteint du Covid-19. Ça, c'est une chose. C'est le Covid-19 qui vous a tué. Oui. Ça signifie forcément que c'est le Covid-19 qui vous a tué. Puisque quand le Covid est là, ça accélère la maladie. Ça accélère la maladie. Mais si ça accélère la maladie, ça ne veut pas forcément dire que c'est le Covid-19 qui vous a tué. Oui, mais si vous enlevez ça, ça veut dire que quelque part, puisque c'est ça qui est la maladie de l'heure, on peut dire que c'est le Covid-19. Maintenant, je dis aussi que ça laisse aussi croire aux autres, parce que je laisse aussi, les gens doivent réfléchir, ça laisse croire aux autres, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que à chaque mort on dit c'est le Covid-19, alors que avant les gens mouraient également. Alain Diop, mais je dis que ça encore, ce sont des soupçons. Donné, les personnes qui ont souvent des problèmes je dis que ça encore, ou alors peut-être de cœur, ce sont des soupçons. Sont enclins en tout là, cas. Moi, j'invite simplement des gens à faire confiance à la médecine, à nos médecins. Je pense que même s'il n'y a pas d'autopsie. Oui, mais l'autopsie, quand déjà on déclare, ça veut dire qu'on a contrôlé. Steve, I want to come back. Yes, it's not like trying to doubt what the medical professionals are doing. We don't doubt their work. But the problem is, Steve, there are cases when somebody is sick of COVID-19, nobody doubts. But moi, c'est pas ça mon problème. But when somebody just dies, you know that this man was sick. He was not even tested. On peut mourir de mort naturelle. That is the point. That's the point. Parce qu'on a eu le paludisme. We take the case of Prophet Franklin Ndifo, who died. He died, and they called the family doctor who came in and declared
that he died of COVID-19. When did they En ce qui test? concerne également, il faut le dire, hein, le pasteur Franklin Difford, d'autre part, également d'empoisonnement. Actually, people are talking of poisoning. Oui, mais encore que celui qui a fait la déclaration n'est autre qu'un médecin. Il est un médecin. C'est lui qui a fait. Oui, c'est lui de la famille qui fait la déclaration. C'est un médecin. C'est un médecin. Donc c'est pas n'importe qui. C'est un médecin. Bon, en tout donc cas, il ne faut pas qu'on on entre la espère polémique. avoir les résultats, en tout cas, sur cette affaire dans les jours qui viennent. Restons en tout cas avec le 48e anniversaire de l'État unitaire. Demain, c'est le 20 mai, messieurs. Unis, même sans festivité, d'ailleurs, déclare Cameroun Tribune à sa grande réunion ce matin. Oui, les Camerounais doivent avoir en tête justement qu'il y a quelque chose qui nous unit. C'est justement le Cameroun que nous avons tous ensemble. C'est notre mère patrie. Et donc, quelles que soient les divergences d'opinion qu'on a, il faut savoir que nous sortons de la même maison et savoir que justement que... La terre-mère, c'est le Cameroun. Oui, on vous comprend parfaitement. Donc, je crois que c'est ce message que justement Cameroun Tribune veut justement donner à tous les Camerounais. Unis dans la maladie, dans la pandémie, dans les problèmes, dans la division, il faut toujours rester unis. Actually, Steve, like malgré tous les problèmes. Like Jackson was saying, there is no place that you can call home apart from home. Wherever you are, even if you are hiding in which part of the world, you can never feel as home as when you are back home. So what we have as our heritage is this Cameroon. And if you let it go, we would ever cry for Cameroon. So I think it's high time, like the paper is saying this morning, that we need to look at what unites us the more than what divides us. Because even within the family, we still have points of division. But it does not see, I don't cease to become a member of the Mange family because I don't agree with one Mange or the other. Yes, we still remain the same members of this country, even though we have differences in language. Remember, Cameroon is the only country in Africa that has 2 national anthems, that has 2 education systems, that has 2 judicial systems, that has 2 languages. That is the peculiarity of Cameroon. That makes us us. So these are the things that unite us. Est un pays très complexe. That is it. But that is what makes us us. We should not forget what unites us and go for. C'est justement cela qui fait de nous ce que nous sommes. Il faut préciser par ailleurs. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. Merci à vous revoir en tout cas demain matin pour une nouvelle édition de votre revue de presse. Alain Diok va rester pour la chronique tout de suite et maintenant. Allons-y avec la chronique Alain Diok ce matin. L'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part, disait Gustave Le Bon. Depuis plusieurs années maintenant, l'on assiste au Cameroun à l'enracinement de 2 phénomènes particulièrement dévastateurs, l'irresponsabilité et la déresponsabilisation. Prenons l'irresponsabilité qui renvoie à l'état d'une personne qui ne veut pas répondre de ses actes, alors que la déresponsabilisation s'entend de l'action de déresponsabiliser, c'est-à-dire d'enlever à une personne le sens de ses propres responsabilités, de lui enlever celle-ci. Mais si les 2 phénomènes se ressemblent parce que dans un cas comme dans l'autre, le résultat final envisagé semble le même, le refus de toute responsabilité. Il se distingue donc clairement sur un point, au moins, l'auteur et l'ampleur. Et ce qui préoccupe dans le cas du Cameroun aujourd'hui est le fait de l'irresponsabilité des citoyens se féconde frénétiquement avec la déresponsabilisation des gouvernants de toute la société. Bienvenue dans la société de la démission, le seul pays au monde où personne n'est responsable de rien. Cet état de catastrophe ambiant n'est pas une génération spontanée. Prenons les ONG, organisations non gouvernementales. Elles sont régies par la loi du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales et selon l'article 4, alinéa 1, toute association fixant d'une contribution effective de 3 ans peut être agréée au statut d'ONG. Force pourtant est de constater qu'à ce jour, sur les 317 associations étrangères autorisées, une seule a obtenu un agrément conformément à la loi. 44 ONG seulement revêtues de l'égalité expresse, une vingtaine d'associations sont reconnues d'utilité publique et tout le reste alors, plus grave, au mépris de l'article 11 de la loi du 19 décembre 1990 sur les libertés d'association qui interdit toute subvention dont relève
justement les associations déclarées. Ces dernières reçoivent des faramineux appuis financiers et reçoivent même légitimité institutionnelle et sont souvent associées aux contestations politiques d'envergure nationale. Quand on sait à quel point ces pratiques ont été source de complications politiques aux pays tels que la Russie, la Côte d'Ivoire, attendons toujours. Et les débits de boissons alors, au regard du décret du 9 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des débits de boissons. Combien de commerçants remplissent toutes les conditions inhérentes à ce sujet? Pourtant, les promoteurs de ces commerces doivent être détenteurs d'une licence d'exploitation autorisant la vente de boissons hygiéniques et alcooliques, l'impôt libératoire, son contrat de bail, le titre de propriété, une carte de contribuable. En plus, le titre de propriété n'autorise pas à son titulaire de transformer son débit de boisson en dancing, discothèque, salle de jeu ou cabaret. Ces activités obéissent à une autre réglementation. Les bars sont aussi gérés à des horaires précises, 6h, 21h pour les ventes à emporter des boissons hygiéniques, 6h minuit pour les ventes à consommer sur place. Les ventes des boissons hygiéniques, en tout cas indigènes, comme le biribiri et autres, demeurent dans le non-droit. Et les mototaxis alors, c'est désormais la jungle par excellence à Douala, et ce, au mépris du décret du Premier ministre signé le 31 décembre 2008, fixant et aménageant les conditions et modalités d'exploitation des motocycles à titre onéreux dans les zones périurbaines et rurales. L'administration semble désormais impuissante pour juguler le phénomène en pleine expansion, source de déstabilisation urbaine parce qu'il est le fond de commerce de certaines politiques soigneusement tapées dans l'ombre pour parler comme quelqu'un. Finissons par les groupes d'initiatives communes, les GIC, dont on parlait récemment dans les transactions mafieuses entre un ancien ministre et certains députés. Au Cameroun, on en dénombre plus de 80 000 groupes d'initiatives communes, mais bon nombre d'entre eux ne se conforment jamais et ils fonctionnent parfois sans désagrément ni du MINADER ni du ministère de tutelle de leurs activités. Mais ils s'autorisent quand même et en toute impunité les affichages publicitaires à outrance dans les rues. Nous voulons bien croire du simple laxisme de l'administration, mais la gouvernance par embuscade n'en est pas bien loin. La gouvernance par embuscade, il faut préciser, comme vous l'avez dit, n'est pas bien loin. On vous comprend parfaitement dans cette chronique aujourd'hui. Vous tirez pas mal sur pas mal de monde ce matin. Vous allez vous faire des ennemis. Vous allez vous faire les ennemis, pourtant vous allez sur vos bars. Hein. Oui, absolument. Mais quand j'ai pris 3 points, j'ai pris les bars parce que vous savez que nous sommes en pleine pandémie et il faut que les gens essayent de respecter les mesures barrières. La réglementation en vigueur. Vous savez, c'est ça le grand problème chez nous. Vente à emporter de 6h à 21h. Vous savez, il y a un phénomène au Cameroun qu'on appelle en droit la religion juridique, qu'on appelle vulgairement la tolérance administrative. Ce sont des habitudes, des mœurs qui se sont installées dans nos habitudes politico-administratives. Je pense que c'est un phénomène qu'il faut aujourd'hui décrire parce que quand on voit quand même la pandémie aujourd'hui, on a peur, on a des craintes, on a des appréhensions. Comment on peut faire, par exemple, un secteur comme celui des mototaxis? On ne peut pas juguler, on ne peut plus les juguler. C'est-à-dire, il y a les ONG par exemple. Aujourd'hui, il y a des ONG qui sont comme ça, qui sont sans agrément. Si on arrive maintenant, si on veut les fermer, mais la communauté internationale, ça va créer des problèmes parce que la communauté internationale, à ce moment, la communauté va dire, écoutez, il n'y a plus de liberté au Cameroun. Oui, il n'y a plus de liberté au Cameroun. On est en train de fermer les ONG et tout ça. Donc, vous voyez que c'est un monstre qu'on vient de dresser et qu'on n'arrive plus à contrôler. Donc, il faut que les gens essayent de faire plus attention. Il y a même beaucoup de secteurs, par exemple, dans le secteur de télévision, il y a plus d'une vingtaine, mais il n'y a que 4 qui obéissent à la loi. 4 télés au Cameroun. Au Cameroun, nous sommes au Cameroun. Il y a une vingtaine de télés, mais 4 seulement. Donc il y a plusieurs secteurs. Oui, obéissent à la loi. Il y a plusieurs secteurs. Les radios, n'en parlons pas.
n'en parlons pas. Donc, il y en a plusieurs secteurs comme ça. J'ai juste énuméré quelques 3 secteurs pour montrer que... Justement, vous comprenez parfaitement les mototaxis, les bars, les GIC, les ONG. Les ONG, pour essayer justement d'attirer l'attention des décideurs. Des décideurs, sans oublier l'administration publique qui doit justement s'occuper de tout cela. Merci beaucoup Alain Diop d'avoir été là ce matin. Je vous remercie pour votre chronique de ce matin qui touche d'ailleurs pas mal de monde. Et on espère tout simplement que tout le monde va se mettre en règle parce qu'il faut justement respecter les règles en vigueur comme vous l'avez dit. Même si on sait pertinemment que c'est un bon serpent de mer. Absolument. Il y a plusieurs têtes, il faut le préciser. Merci d'avoir été là. Passez une bonne journée. On va se retrouver demain. Tout de suite et maintenant, mesdames, messieurs, c'est le débat. Pas facile hein, tous les matins d'accueillir d'ailleurs les invités. Il va falloir aller de gauche à droite et de droite à gauche justement pour replacer, sans oublier les sièges, hein, il faut le dire comme ça. Mon équipe est là, ils sont tellement au four et au moulin tous les matins pour placer les micros, essayer de tout mettre en œuvre. Vous êtes à la maison, vous regardez la télévision, mais vous ne pouvez pas imaginer le travail qui se fait justement ici en interne. À ma droite, déjà il est sur ce plateau, le docteur Yamtimba Dominique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Ngos, merci de m'accueillir ce matin. Comment allez-vous? Écoutez, je vais bien, je suis en bonne santé, mais je suis très malheureux de tout ce que j'observe dans la ville et ça me fait un peu peur. Je viens d'ailleurs de faire un message sur Facebook pour dire que je suis scandalisé. Je vois que les surcharges recommencent dans les taxis, que les motos portent à nouveau 2-3 passagers, que dans les bars, il n'y a pas de point de lavage des mains. Dans les gares routières, normalement, on aurait dû aménager des points de lavage des mains avant que vous n'entriez vous ne montiez dans une voiture de transport en commun. On devrait pouvoir s'assurer que les gens se lavent les mains. Mais en fait, rien ne se fait et c'est préoccupant. C'est terriblement préoccupant parce que j'ai l'impression que le gouvernement parle et je ne vois pas du tout la traduction en actes sur le terrain. Et cette affaire qui consiste à rappeler aux gens que vous êtes responsable de votre santé, c'est un dol, vraiment dans le sens juridique du terme, c'est-à-dire une tromperie. Parce que l'État n'existe que du fait d'un contrat social. Et le contrat social signifiait qu'on transférait toute notre force, nos pouvoirs à l'État pour que lui s'occupe d'un certain nombre de choses. Et l'une des choses dont l'État doit s'occuper, c'est notre sécurité sanitaire. Et cette sécurité sanitaire demande que l'État soit un peu plus sérieux sur un certain nombre d'aspects. Vous voulez lutter contre, dans ce plan de riposte contre la pandémie, on ne cesse de dire qu'il y a des limites. L'État fait ce qu'il peut, mais il y a des limites et il faut qu'il écoute. Toutes les gares routières devaient être équipées de points de lavage des mains. On devait exiger qu'avant de monter... Même dans les taxis, il fallait justement avoir au moins... Avant de monter dans un taxi ou un autobus, quelque chose comme ça, les gens devaient se laver les mains. Donc, il devait y avoir des points de lavage des mains installés partout, dans toutes les gares routières, pour s'assurer, et les carrefours importants, pour s'assurer que les gens se lavent les mains. Mais là, on a... Et puis... je sais pas quoi, mais on a 2 polices en plus. On a la police municipale, la police nationale. Ces gens-là doivent faire leur travail. Il faut qu'ils veillent à ce que tout le monde ait un masque. Il ne s'agit pas de... c'est pas un jeu. Les gens meurent là. Et il faut que les gens puissent porter des masques et la police doit veiller à ce que ça se fasse et qu'avant de monter dans un taxi ou un autobus, que les gens se lavent les mains. Ils sont parfois occupés à suivre les criminels également, il ne faut pas également l'oublier. Ou alors ils sont parfois occupés à suivre les 1000. On les a surnommés à une certaine époque ici, les mange 1000. Alors, allez savoir. Je n'ai rien contre la police d'ailleurs, il faut le préciser. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue le coup de gueule, disons ça comme ça, de ce matin. Je salue les téléspectateurs qui nous regardent dans le cadre de cette grande tribune, de cette tribune matinale. Je parle du bis matin. Qu'on a surnommé d'ailleurs le festin intellectuel. Voilà, tout à fait. Je salue tous les fans clubs justement de cette messe matinale. Je salue mon aîné que vous aurez le plaisir, le loisir de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs. Vous aussi, vous avez un coup de gueule. Ah, bien évidemment. Alors, si vous êtes là, est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas reconnaître quelqu'un qui porte un cache-nez? Oui, mais t'es arrivé de ne pas reconnaître quelqu'un, ça arrive tout le temps. Eh bien, alternative dans la lutte contre le Covid-19, le masque facial constitue malheureusement une menace sécuritaire. Du moins, c'est ce que m'a affirmé la semaine dernière un criminologue.
En effet, dans le cas de la criminalité, pour identifier un criminel, notamment pour ce qui concerne la reconnaissance faciale, ça implique la reconnaissance, n'est-ce pas, du menton, la bouche, le nez et bien évidemment les yeux. Alors, si vous avez quelqu'un qui est couvert jusqu'au niveau du nez et qui arbore une casquette, eh bien, ça pose un problème. Dans un contexte sécuritaire comme celui que traverse le Cameroun, il est important, pas seulement, en tout cas, mon coup de gueule ne vise pas à banaliser le port du masque facial, non. Il s'agit d'adapter le masque qui est approprié dans le contexte sécuritaire camerounais, c'est-à-dire, par exemple, les masques transparents qui ont la possibilité également de protéger les citoyens. Parce que dans notre contexte sécuritaire, comme il l'indique, nous devons adapter la réponse. Et je crois que nous avons suffisamment d'intelligence pour concevoir ce type de masque. Il ne faut pas également oublier que depuis quelques semaines, moi j'ai vu d'autres formes de masques qui m'ont à un moment donné surpris. J'ai eu l'impression que nous étions tous des ninjas. Parce que cette fois-ci, on a des masques jusqu'aux oreilles. Allez savoir justement. Alors ça pose justement un problème de sécurité. Ça pose justement un problème de sécurité. Patient Parfait, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à Dr Yamb, bonjour à Anatole, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Merci pour cette très belle initiative, la matinale d'IBS. Je crois que c'est la plus grande matinale, la plus enviée actuellement au pays. Écoutez, je vais embrayer un peu dans le même sens que le Dr Yamb, oui. Mais en essayant quand même d'en appeler à la responsabilité à la fois individuelle et collective. Oui, oui. Parce que c'est vrai, notre santé dépend de l'État. Parce que c'est lui qui est en charge d'organiser la vie, n'est-ce pas, dans la communauté qu'on appelle, par exemple, notre pays, le Cameroun, ou bien d'autres pays africains. Mais il a aussi la responsabilité des citoyens. Au moins, de se prémunir. À la limite, on aurait même dû ne pas attendre que ce soit le gouvernement qui édicte ces règles-là. Et que nous-mêmes, parce que nous sommes conscients que notre vie et la vie de ceux que nous aimons, qui nous entourent, est absolument précieuse, que nous puissions quand même prendre un certain nombre de règles. Mais maintenant que l'administration, je veux dire, le démembrement, les préfets, les sous-préfets, ont quand même rappelé aux uns aux autres de respecter ces règles barrières, qu'on voit dans la rue, un peu partout, des gens qui se comportent comme si vraiment il n'y avait rien. On nous a parlé de la période de la contamination communautaire. On voit qu'il y a des morts, surtout des seniors. Il ne se passe plus jamais un seul jour sans qu'on nous dise qu'il y a quelqu'un qui est tombé de suite de cette vérole. Donc, nous disons aux citoyens camerounais, peut-être c'est pédagogique, il faudra le répéter chaque jour, votre vie a un sens. Il doit être préservé. Vous devez la préserver. Mais vous devez aussi faire un effort de préserver la vie de ceux qui vous entourent. Parce que ne pas porter un masque, je ne parviens pas à comprendre. Tout à l'heure, quand j'arrivais dans votre studio ici, je voyais plein de gens, de jeunes, qui montent, qui descendent sans masque. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Si les gens sont incapables, n'est-ce pas, d'arborer ce masque qui peut coûter 200 francs, tout le monde ne va pas chercher le masque, si comme, bien que apparemment ce masque aussi a des failles? Non, on peut avoir des qualités, parce que j'ai écouté l'explication de son directeur. Bon, mais c'est pas ça le problème. Avec 200 francs, on peut avoir un masque. Si on est incapable d'avoir cette autodiscipline, comment voulez-vous que même si on met, je ne sais pas, un point d'eau avec du savon, si quelqu'un est incapable de sortir de chez lui avec un masque, ce n'est pas les mains qu'il ira se laver. Donc, autant insister là-dessus et dire aux Camerounais, attention, pour nous pensons que votre vie a un sens et a de la valeur. Et parce que nous le pensons, nous pensons que vous devez aussi tenir compte de la vie de ceux qui vous entourent, de ceux que vous chérissez, etc., etc. C'est un comportement irresponsable que nous sommes en train de découvrir de plus en plus sur le plan national. Nous allons justement dédier cette édition de DBS Matin à une dame qui m'a fait signe d'ailleurs hier sur Facebook, elle me faisait savoir qu'avant qu'elle ne commence même à faire quoi que ce soit, elle écoute d'ailleurs, elle suit l'émission DBS Matin de bout en bout jusqu'à 9h avant justement de prendre l'initiative de faire d'autres travaux. J'ai oublié son nom d'ailleurs, je tiens à lui dire déjà merci. Mais ils sont nombreux. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Quand même de dire bonjour
à Madame Tchuen-Marie Yvonne, ancien proviseur de lycée de Ngoussongolmokong, qui est votre fan, qui est le fan de cette émission et qui me fait comprendre que Yaoundé est en ébullition quand DBS ce matin commence. Merci en tout cas à tous ceux-là qui sont à Yaoundé, à Douala et surtout dans toutes les villes du Cameroun, les villages également où vous nous recevez. C'est avec beaucoup de, il faut le dire, beaucoup d'attention que je lis vos messages tous les matins. Ça me va droit au cœur de savoir que vous nous regardez tous les matins. Messieurs, en 2009, Nicolas Sarkozy assurait que les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est fini. Force est de constater qu'on est encore très loin de cela. Eh bien, les Panama Papers nous l'ont bien rappelé. Une enquête sur plusieurs millions de documents ayant mis au jour les comptes offshore cachés de nombreuses personnalités politiques, économiques, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Amérique, aux États-Unis, en Europe. Eh bien, nous ont fait savoir tout simplement que les choses n'ont pas réellement changé. Et en Afrique, ces cas sont légion. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les entreprises, il faut le dire, occidentales, étrangères, installées sur le continent africain, mais qui refusent aujourd'hui de payer leurs impôts. Eh bien, les Mauritius Leaks ont démontré, grâce à 200 000 documents d'un cabinet d'avocats, de fiscalité également et surtout de fiscalistes, comment les entreprises profitent des avantages fiscaux de la République de Maurice, et sans oublier bien sûr de toutes les autres républiques sur le continent africain. Tout cela pour réduire les impôts payés sur les activités en Afrique. Et pendant ce temps, on rêve, les Africains rêvent. Pourtant, ils ont besoin d'argent pour pouvoir développer les pays. Dr Yam Timba, vous êtes économiste, vous êtes plongé dans l'économie. Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que les États africains laissent les entreprises étrangères ne pas payer leurs impôts? Non, c'est pas les États africains qui laissent les entreprises étrangères ne pas payer. C'est à vous de l'expliquer. Je vais vous donner un chiffre. Oui. Peut-être que ça permettra aux gens de comprendre l'ampleur du scandale. D'après un certain nombre d'études de 2000, qui datent de 2017, l'Afrique aurait perdu en termes c'est-à-dire d'évasion fiscale, oui. Plus de 500 milliards de dollars, c'est-à-dire que de façon annuellement. Oui. Chaque année. C'est beaucoup plus que toute la dette du continent, la dette extérieure du continent. Mais c'est ce dont les multinationales privent le continent chaque année. Ce scandale est tel qu'il a attiré l'attention de l'ONU, qui a eu des réunions de l'ONU sur la question. La Commission économique de l'ONU pour l'Afrique a tenu des réunions là-dessus. L'Union africaine en a parlé. Et il y a eu la question a même été posée au G20. Et au G8 devenu G7 après l'éviction de la Russie. On ne sait pas trop pour quelle raison, mais bon. Et la Russie est en embargo, vous n'oubliez pas. Il y a trop d'enfantillage parfois. Allons-y d'ailleurs sur notre sujet. Bon. Donc, voilà à peu près le genre d'assaut auquel l'Afrique doit faire face. Nous n'avons pas que les assauts à des guerres organisées en Afrique, on a également le fait que les gens, considérant que l'Afrique n'est qu'un espace, n'est qu'un lieu d'écoulement, ce n'est qu'un débouché. D'ailleurs, c'est ce que les gens pensent depuis le 19e siècle, ce n'est qu'un débouché pour leurs produits et pour leurs industries qui sont installées en Afrique. Il s'agit vraiment de faire le maximum d'argent et de le rapatrier rapidement, et c'est encore pire, parce que l'essentiel, une grande partie de cette évasion fiscale se fait surtout dans les pays d'Afrique francophone où il n'y a pas de monnaie. Donc c'est beaucoup plus facile parce que et c'est fait avec la complicité de toutes les grandes banques internationales, européennes et américaines essentiellement, installées sur les territoires, parce que dans le cas de la zone CFA, c'est très facile, tous les jours à 18h ou plus tard, l'argent, les francs CFA sont renvoyés au trésor français pour dire pardon, donnez-nous de la vraie monnaie, parce que votre affaire là... Dès 18h chaque soir. Tous les soirs, c'est un mécanisme bancaire bien connu, on se débarrasse de ce qui n'est pas de la monnaie. Parce que d'ailleurs, les gens sont sur une position telle qu'on ne sait jamais. Parce que le franc CFA n'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie, donc on s'en débarrasse tous les jours, et puis le lendemain, ça fait qu'au niveau, dès que c'est sorti et c'est arrivé dans la zone euro, les gens ont de la vraie monnaie, donc de la vraie ressource qui leur permet de vivre. Mais c'est du braquage, en fait. L'évasion fiscale, c'est du braquage financier. On prive ces pays-là de ressources qui leur permettraient de se développer, et on brandit au niveau mondial que mais c'est des fainéants,
ils sont corrompus, ils sont incompétents, ils ne sont pas capables de faire ci. Alors que pour certains, on les a privés de la monnaie et pour tous, on les prive des ressources fiscales qui devraient leur permettre d'investir et de construire leur pays. C'est une situation extrêmement délicate, mais en même temps, nous devons dénoncer la pusillanimité de nos dirigeants qui devraient pouvoir, en réalité, prendre sur eux, d'avoir le courage de construire leurs États. Les gens ne quittent pas l'Europe, l'Amérique, l'Asie et le reste du monde, venir ici pour s'appauvrir. Ils viennent ici pour gagner de l'argent. Maintenant, c'est à vous, au moment des conventions d'établissement, de pouvoir clairement vous assurer que certaines directions sont tenues par vos citoyens, pas par des gens de votre pays qui ont une nationalité étrangère. Parce que beaucoup de gens vont vous dire la direction financière était bien tenue, la direction des ressources était tenue par un Camerounais. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Ngos ou Nana ou Tchakounte ou Halidou ou je ne sais pas qui d'autre que nécessairement ou Ayouk, que nécessairement on est Camerounais. On peut avoir une autre nationalité et cela crée des compromissions particulières liées à cette nationalité qu'on a acquise et dont on se prévaut à travers le monde désormais. Donc, il faut que certains postes soient contrôlés. Il faut que, par exemple, tout ce qui est financier soit contrôlé par des nationaux. Je vous mets au défi de demander à la plupart de nos États quel est le chiffre d'affaires réel de la plupart des multinationales installées dans nos pays. Je vous mets au défi de demander à nos États de vous dire quelle est la trésorerie réelle, le cash flow réel, c'est-à-dire qu'après toutes les charges, quelle est la trésorerie disponible de la plupart des multinationales installées chez nous. Ils ne savent pas. Nos États ne savent pas. Or, c'est installé chez nous. Et comme le système des impôts est déclaratif, c'est-à-dire que c'est moi qui dis que j'ai réalisé tel chiffre d'affaires et donc c'est ce que je déclare, comme le système est déclaratif, eh bien, en fait, personne ne sait réellement ce que ces gens-là font. Combien ils gagnent, qu'est-ce qu'ils font. Vous avez une telle complexité. Où sont donc passés finalement les livres des comptes? Non, c'est pas ça. C'est le niveau de base. Ce n'est pas à ce niveau que ça se joue. La complexité de la comptabilité d'une grande entreprise est telle que quand on vous présente, quand on vous donne deux, trois, quand les gens viennent, vous essayez de vous faire comprendre, de vous dire que non, ils ont déclaré les impôts, tout est payé, vous vous mettez à rigoler. Je me souviens, il y a quelque temps, un de mes amis qui est fiscaliste faisait son mémoire de master et il m'a fait la gentillesse de me demander d'en faire la relecture. Et j'ai découvert une entreprise installée, par exemple, au Cameroun, une grosse multinationale installée au Cameroun, mais qui en réalité appartenait à une sorte de petite entreprise installée dans un paradis fiscal, quelque part ailleurs en Afrique, et du coup ne payait presque jamais d'impôts réellement ici. Alors, vous allez remarquer une chose, on ne va pas rentrer dans les détails techniques là maintenant, ce n'est pas nécessaire. Tout ce que je voudrais dire en réponse à votre question, c'est que nous avons à la fois des prédateurs qui viennent gagner de l'argent chez nous. C'est comme ça que ça s'appelle. De toute façon, c'est ça le principe de la colonisation, du néocolonialisme, de l'impérialisme. Ils viennent gagner de l'argent et ils veulent rentrer avec le maximum. Oui. Et nous avons des dirigeants, pour 1000 raisons, qui n'arrivent pas, ou qui ne peuvent pas, ou qui ne veulent pas, ou qui ne s'engagent pas à mettre fin à un certain nombre de choses. À cause de ces systèmes-là, justement, les pays sont privés de beaucoup de ressources qui auraient pu permettre de construire. Et je voudrais finir pour laisser la parole aux autres. L'autre chose, c'est que il faut s'assurer de mieux organiser les audits et surtout le commissariat aux comptes. L'un des coups de boutoir, enfin, disons si vous voulez, l'une des choses les plus graves qu'on ait pu avoir dans l'espace particulièrement qu'on appelle l'OHADA, par exemple, donc tout ce qui est pays d'Afrique francophone là, qui utilise une sorte de droit normalisé par les Français pour qu'ils puissent avoir une bonne lecture des choses chez nous et savoir comment se profiler facilement, c'est d'avoir décidé, autour des années, un peu après 2017, d'ailleurs nous avions organisé, à l'époque je travaillais pour un cabinet d'expertise comptable, nous avons organisé un colloque qui a fait courir beaucoup de monde, le commissaire aux comptes. Dans l'OHADA. Et on débattait donc de comment on contrôle les résultats des entreprises. Et l'une des choses à l'époque était que, après on s'est rendu compte qu'ils ont décidé
qu'il n'était plus obligatoire que le commissaire aux comptes certifie les comptes. Or, la certification des comptes a pour but justement de s'assurer que ce que l'entreprise déclare, c'est-à-dire que depuis la déclaration mensuelle jusqu'à votre déclaration statistique et fiscale, c'est vous qui dites, voici ce que nous avons réalisé, et voici les bénéfices, voici les charges, etc. Alors que là, on disait non, c'est trop facile qu'une entreprise soit elle-même en train de vous dire non. Elle le dit, mais il faut que le commissaire aux comptes puisse venir regarder là-dedans. Et certifier. Et que si les comptes ne sont pas certifiés, l'année est considérée comme n'étant pas close. Ils ont décidé de complètement enlever, réduire cette obligation-là, qui pouvait permettre au commissaire aux comptes de dénoncer l'entreprise auprès du procureur. Et donc, on pouvait engager une enquête. Mais nous, on était allé plus loin. On proposait que les grandes firmes d'expertise fiscale et comptable et fiscale qui existent devaient être toujours, donc devait avoir une contre-expertise qui devait être faite par un petit cabinet local. Pourquoi? D'abord pour relever le niveau, la qualité, le niveau de compétence des petits cabinets locaux, d'une part. Et puis d'autre part, ça permettait à l'État d'avoir de petits cabinets qui ont intérêt à se positionner pour être bien vus, de pouvoir faire une contre-expertise qui permettrait de s'assurer véritablement qu'il y avait là une information financière fiable. C'est comme ça qu'on appelle ça en comptabilité, en fiscalité, une information financière fiable. Et après, lorsqu'il y aurait des contrôles sur pièces de la direction générale des impôts, etc., ça viendrait compléter simplement ce qui a été fait par de vrais professionnels, par des groupes de sérieux professionnels de la comptabilité, de l'expertise fiscale et comptable. On n'a pas tout cela. Et du coup, les multinationales payent donc les majors, c'est-à-dire ces grosses firmes d'expertise fiscale et comptable que vous voyez. Et leur gros boulot, l'essentiel, c'est de chercher les failles dans les lois pour leur permettre justement de bénéficier à chaque fois d'exonération ou de ne pas pouvoir payer. Alors que les petits cabinets locaux, on demandait qu'en rendant leur compte, à chaque fois dressent la liste de toutes les failles pour que l'année suivante, l'État améliore la loi. Parce que sans cela, sans ce contrôle strict, on ne pourra pas avoir les ressources pour construire nos pays, même si on avait notre propre monnaie. C'est justement le problème que nous aurons ce matin. Et on espère tout simplement que les pouvoirs publics sont en train de nous regarder ce matin. Albert Anatola ici, vous l'avez suivi d'ailleurs, le docteur Yam Timba. Eh bien, toutes ces entreprises, ces multinationales qui viennent s'installer sur le continent africain, parfois au Cameroun même, il faut le dire, ils viennent pour gagner de l'argent. Nous sommes capitalistes, mais il faut également préciser par ailleurs que les États africains qui prennent l'initiative de laisser ces entreprises, ces multinationales s'installer dans le pays, veulent également gagner de l'argent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Déjà, il faut indiquer clairement que la plupart de ces entreprises que nous appelons les multinationales, ce sont des entreprises privées de services publics de l'Hexagone, c'est-à-dire les Américains, Français, Chinois, tout ce que vous voulez, et qui bénéficient, parce que je n'ai pas envie de faire une analyse stratosphérique comme vient de le faire Yam. Je veux parler le français, je veux parler le niveau basique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gars, quand ils viennent déjà sur le continent, ils bénéficient de beaucoup d'allègements fiscaux et douaniers. Et ces avantages qui ne sont pas malheureusement attribués aux investisseurs locaux. Et ils en bénéficient. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que là, il y a de l'opacité dans leur comptabilité. Je prends deux cas d'espèce, deux exemples que vous connaissez très bien. Vous connaissez certainement Loco Bolloré qui a perdu la main du côté de terminal conteneur. Oui, du port autonome de Douala. Voilà. Je puis vous dire que avoir accès à la comptabilité de cette entreprise relevait à rechercher ou à chercher une aiguille dans une mode de fond. Pourquoi? Parce que c'est fermé. Tout à l'heure, il a indiqué fort opportunément que nous sommes étant dans un régime déclaratif, c'est eux qui vous disent ce qu'ils ont fait comme chiffre. Or, très souvent, les chiffres sont justement minorés. Et c'est minoré à dessein. Il y a une structure qu'on appelle les impôts, la direction des grandes entreprises, qui a justement la responsabilité de rechercher les failles, ou du moins de gérer la fiscalité des grandes entreprises, et même les petites, parce que en tout cas, ces entreprises qui sont sur le continent africain ne sont tous, sauf les petits, sont les multinationales, qui ont des ramifications et des succursales ailleurs. Et
Et j'ai pu vous dire également que très souvent, les fonctionnaires qui sont à la direction des grandes entreprises ont de la peine à avoir accès aux documents fiables. Parce que très souvent, vous avez des doublons au niveau des documents. Vous avez les vrais documents d'un côté. Vous avez les faux documents de l'autre également. Vous avez des faux. Donc, très souvent, qu'est-ce qu'il faut? Pourtant, l'État a le droit de regard, justement, sur justement, l'État a le droit de regard, mais vous savez que il y a des problèmes politiques parce que très souvent, lorsque vous insistez, lorsque les fonctionnaires insistent, les fonctionnaires des impôts insistent à avoir accès, par exemple, justement, au serveur ou bien aux machines, qu'est-ce qui se passe? Ce fonctionnaire qui est téméraire reçoit un coup de fil de sa hiérarchie pour éviter, soi-disant, un incident diplomatique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose du côté. Allez du côté. Donc, vous voulez me faire comprendre une chose simple, c'est que c'est encore le même État qui est contre lui-même. Non, finalement. Mais puisqu'il y a des complicités haut placées, c'est-à-dire que très souvent, vous avez. C'est des situations. Il faut le dire haut et fort, justement. Non, c'est bien, c'est des situations que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire que vous avez un agent des impôts qui arrive. Eh bien, bon, puisque au que de payer normalement vos impôts, eh bien, vous négociez avec celui-là. Et s'il est perméable, vous réussissez votre coup. C'est de ça qu'il s'agit. Très souvent, ces gars, ils préfèrent se balader à Yaoundé, puisque c'est là-bas où ça se gère, avec des mallets d'argent, que d'aller verser l'argent au trésor public. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une réalité. C'est une réalité. On va donc verser l'argent à une tierce personne, alors que l'argent devait aller dans même au niveau, même avec les investisseurs locaux, ça fonctionne comme ça. Vous savez quand même qu'il n'y a pas de contribuable net. C'est ça qui il n'y a pas de contribuable net. C'est la même logique qui est appliquée avec les multinationales. Mais sauf que les multinationales ont le privilège de bénéficier de certains avantages liés à la coopération que l'État entretient avec le pays d'origine. Je veux beaucoup insister sur le cas des entreprises chinoises, d'abord qui ne paient même pas les impôts, et déjà quand ils font leurs transactions financières et bancaires, ça passe directement à Hong Kong. Oui. C'est-à-dire ça ne traîne même pas, notamment dans une banque de la place que tout le monde connaît, c'est pas là où ça passe. Ils ne payent pas, n'est-ce pas, les frais inhérents à leur transaction. Deuxième chose, vous allez avec prenons également le cas de Camaraï, oui, qui est également une nébuleuse. Je peux vous dire que là-bas, c'est un gros scandale. C'est-à-dire pour que l'État ait accès à la comptabilité de cette entreprise, ça devient compliqué. Or, l'État est également actionnaire dans cette entreprise. Mais dites-moi comment est-ce que l'État fait pour ne pas être en possession des états financiers de cette entreprise. Malheureusement, l'État n'est pas en possession des états financiers de Camaraï. L'État n'est pas en possession des états financiers de Eneo. L'État n'est pas en possession des états financiers, par exemple, du moment qu'il avait encore, n'est-ce pas, la concession du port autonome du Go-Bolloré. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que ce n'est pas les entreprises, en fait. C'est à l'État de mettre en place des mécanismes rigoureux, pas complaisants, qui lui permettent justement d'avoir cet argent-là. Parce que c'est un gros scandale. Pendant ce temps, il y a quand même plusieurs entreprises qui ne payent pas leurs impôts. Je vous ai donné 2 exemples. Allez à DIT, je demande les états financiers. Vous en aurez les doublons. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les vrais chiffres, vous avez d'un côté un rapport qui est tronqué. Allez à Camaraï, vous aurez la même situation. Bon, pour ajouter un peu de l'eau dans votre vin et pour chuter par là, quand vous partez à Bonanjo, il y a une entreprise avant la météo. Vous voyez une villa qui a l'air très banale, vous voyez des grosses voitures, pas d'écriture, il n'y a aucune indication. Vous savez ce qu'ils font? Ils font dans l'exploitation forestière. Et il n'y a aucune traçabilité ni au niveau de leur transaction commerciale, ni au niveau de la traçabilité financière. Ça s'appelle Transibois. Quand vous partez fouiller dans quand vous menez une enquête en profondeur, vous verrez que ça s'appelle Transibois. Et là-dedans, vous avez des Français, des Chinois, des Vietnamiens, tout ce que vous voulez. Ils ne paient rien à l'État. Et ceci avec la complicité de certains fonctionnaires d'Yaoundé. Patient Parfum, donc voilà la situation dans laquelle se trouvent souvent les pays africains et en particulier le Cameroun également. Ces entreprises qui ne payent pas les impôts. Pourtant, il faut le dire, l'État a un droit de regard. J'insiste sur ce fait, puisque Albert Anatola ici vient de nous faire savoir d'ailleurs que dans plusieurs multinationales, il faut le dire, l'État est parfois actionnaire. Mais on ne comprend pas comment l'État ne préserve pas son propre bien
justement, il y a des tierces personnes, des fonctionnaires, qui prennent l'initiative de mettre cet argent dans leur propre poche que dans les caisses de l'État. Non, tout à l'heure, le docteur Yam, à la suite, Anatole, on met le pied dans le plat. Mais là, Yam, sur le plan technique, il nous a montré comment l'ingénierie locale pouvait être au service de l'État pour permettre à l'État de recouvrer le maximum. Justement, le maximum. Voilà. Mais vous voyez, il vous montre les difficultés, les embûches qu'il y a à pouvoir arriver à ce niveau-là. Parce qu'il va la vie de l'État et même de tous les Camerounais. Et vous savez, ce n'est plus, c'est pas une fable, mais c'est la réalité. La plupart des gens, de nos enfants, se battent pour aller dans les régies financières quand ils sont en ENAM. Vous savez bien pourquoi. Parce qu'on sait que si on sort de là, à moins de 5 ans, on a 2 ou 3 duplex. Et expliquer ce que c'est. Bon. Donc, je vais revenir dans ces détails plus tard. Mais je plante d'abord le décor sur le plan macro. C'est-à-dire nous sommes face à 2 grosses difficultés. La première difficulté à laquelle nous faisons face, Dr Yam, c'est que nous sommes sous la domination du capitalisme sur le plan économique. Or, qui dit capitalisme dit escroquerie, dit vol en toute impunité. En toute impunité. Le second, c'est notre manque de souveraineté, qu'on le veuille ou non. Un État souverain aura des marges de manœuvre un peu plus fluides qu'un État qui ne l'est pas. Et je vais donner des exemples à la pluie. Revenons au capitalisme. Mais ça fait partie, c'est comme l'air oxygène, cette histoire des paradis fiscaux. Tous les grands pays du monde, dits développés, démocratiques, tout ce qu'on nous chante, ils savent pertinemment où se trouvent ces paradis fiscaux. Ils savaient que la Suisse avait des comptes numérotés. Vous vous souvenez, vous voyez, c'est un tourloupe. La Suisse qui a une règle d'impartialité, il faut le préciser. On va faire l'Union européenne, mais la Suisse n'est pas là-dedans. La Suisse n'est pas là-dedans. Impartialité internationale, c'est ce qu'on nous a fait savoir. Les comptes numérotés sont là-bas. On connaît qui a des comptes là-bas. Tous les hommes politiques, français, allemands, machin, ils ont des comptes là-bas. Vous sortez là, on dit le Luxembourg, lui, ils sont dans l'Union européenne. On dit c'est un gros paradis fiscal. Monaco. Bon, donc, on vous parle des îles Caïmans comme si c'était éloigné, mais là, nous sommes. Donc, en plein cœur de l'Europe. C'est comme des espèces de. Comment on appelle ça? Des respirateurs artificiels, puisque nous sommes en plein coronavirus, du capitalisme. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Sans ces respirateurs artificiels du capitalisme, le capitalisme n'existe pas. Il devient humain. Or, le capitalisme n'est pas humain. Je suis en train de lire un excellent livre de Thomas Piketty, Le capitalisme du XXIe siècle. Mais quand vous le lisez, vous voyez comment ça s'agence, les mécaniques se mettent en place pour que ce business ait lieu. Est-ce que vous savez pourquoi Trump s'entête à négocier avec la Corée du Nord? Allez-y. C'est parce que M. Trump veut signer un accord avec la Corée du Nord. Pour que la zone frontalière, avec les 2 Corées, dont on dit qu'elle est très belle, qu'il installe ses hôtels et qu'il puisse faire là des espèces de lieux de tourisme international. C'est pour cela que vous voyez de temps en temps, ce n'est pas seulement les missiles, mais il essaie de ménager le petit, excusez-moi le terme, mais pour dire, n'oublie pas que moi j'ai un projet. Comment Trump, malgré tout ce que le roi, le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman a commis, ils n'ont jamais tapé sur Mohamed Ben Salman. Pourquoi? Parce qu'il a des intérêts là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc le capitalisme, dans un premier temps, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Je prends le cas de l'Afrique. Revenons en Afrique. En Afrique, il y a un pays qu'on appelle le Togo. Vous vous imaginez, malgré tout ce qui se passe au Togo, le Togo n'a jamais été inquiété. Je vous rappelle que la dernière élection qui a été contestée avec un candidat qui a été d'ailleurs emprisonné avant d'être relâché a été reconnu partout. Toutes les prétendues démocraties au monde. Oh, on le sait. Oh, au Togo, qu'est-ce qui se passe? Un tiers du pétrole nigérian qui est exploité au Nigeria est vendu en offshore au niveau de l'espace togolais, au niveau de sa mer, comment vous appelez ça? Les eaux territoriales. Les eaux territoriales togolaises. On appelle cet endroit les triangles de Togo. Donc, tous les grands gens qui viennent négocier, les négociants, n'est-ce pas, en pétrole, vous voyez des gens venir dans des avions, des jets privés qui atterrissent à l'aéroport de Lomé, qui vont... Mais il y a quelle activité qui se passe sur Togo? On ne voit pas d'activité majeure sur le plan industriel, quoi que ce soit. Non, ils viennent négocier. Au triangle du Togo. Et tout le monde le sait. L'un des ministres nigérians, pour vous parler maintenant du pétrole, avait volé presque l'équivalent du budget de Cameroun, plus de 5 000 milliards de francs CFA. Il les a transportés et à Londres
où il a pris des acquis dans le quartier chic de Londres qu'on appelle Mayfair et dans certains paradis fiscaux des Caraïbes. Ça se sait. Tout le monde le sait. Donc, vous voyez. Donc, ce sont des choses qui existent. Mais le même Nigeria, parce qu'il a des coudées légèrement plus franches que le Cameroun, au Nigeria, et là, j'en viens maintenant au niveau du Dr Yam qui parlait pourquoi ne pas donner des possibilités aux petites structures, n'est-ce pas, pour accompagner l'État. Au Nigeria, par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise, un étranger, si vous ne vous associez pas à un Nigérian qui est PCA d'office. La loi l'exige. Il faut que ce soit un Nigérian qui soit le PCA de votre entreprise. Soyez chinois, japonais, tout ce que vous voulez, c'est ça la loi. On s'en fiche. Ok. Oui. Ça fait quoi? Ça donne la possibilité, aux nationaux, tout le monde n'est pas véreux, d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Au moins, s'il travaille au Nigeria, il va travailler au Nigeria avec sa complicité. C'est vrai que c'est double face, hein. C'est d'un côté... on peut faire volte-face n'importe comment. Mais au moins, ils ont ça. Au Cameroun, et avec l'aide des institutions internationales, la part de OADA, pas seulement le Cameroun, mais en Afrique dite francophone, à un moment donné, il y avait cette chanson. Les mesures incitatives pour attirer les investisseurs. Ces mesures incitatives, c'est quoi? C'est qu'il y a des pans, des impôts que le gars doit payer qui sont exonérés. Il y a des règles, il y a des deals qui se passent entre États qui font qu'une entreprise chinoise, peut-être elle est là, en compensation d'un prêt, n'est-ce pas, que votre État a passé? C'est ça qui explique que le gars ne paye pas les impôts, qu'il n'ait pas des salaires qui soient en norme, qui piétine complètement ses employés. Vous ne pouvez rien faire. Les histoires de, comment vous appelez ça, de aller autour du travail, à l'inspection du travail, ils n'ont que cul. Voilà. Donc, nous sommes face à deux grosses difficultés. C'est pour cela que la bataille que la jeunesse africaine doit mener, ou bien ceux qui sont en train de la mener aujourd'hui, qui comprennent, elle est sur deux ordres. Le premier ordre qui est le fondamental, c'est la question de notre souveraineté. Il faut qu'on arrache cette souveraineté entre les mains de ceux qui l'ont confisquée. Il faut absolument le faire. Et où le franc CFA est l'illustration la plus, voyante de cette domination. Donc, on n'est pas indépendant, on n'est pas souverain. Première chose. Deuxième chose, il faut que ces jeunesses africaines, au vu de ce qui se passe dans le monde, comprennent qu'on ne pourra pas développer notre continent en restant fermé dans le carcan, en restant sous cloche, dans le carcan du capitalisme non libéral sauvage qui est là. Oui. On ne peut pas. Parce que vous ne pouvez pas être dans ce système-là en essayant de dicter de nouvelles règles. Puisque vous n'êtes pas fort. Deuxièmement, ces règles sont millénaires. C'est ça qui explique qu'au plan mondial, c'est une infime minorité d'individus qui continuent de s'enrichir. Même le coronavirus. On vous a dit le coronavirus, mais Jeff Bezos de la multinationale Amazon a continué de s'enrichir de manière éhontée. Vous comprenez? Excusez-moi le terme. Mais au même moment, la large frange de la population mondiale continue de croupir dans la misère. Au niveau des pertes d'emploi aux États-Unis, on a peut-être déjà près de 23 millions. Plus de 23 millions déjà. Les gens qui sont pratiquement dans la rue. Mais au même moment, les Happy Few, c'est comme ça que moi j'aime les appeler, ils continuent de s'enrichir. Ils s'enrichissent avec la complicité de nos Happy Few locaux. Vous voyez comment c'est imbriqué. D'où la nécessité de nous mettre dans une position de combat pour que vraiment on remette l'humain au centre du jeu. La social-démocratie à un moment donné avait ça comme chanson. On met l'humain au centre de nos préoccupations, mais c'est le bavardage. Pour une fois qu'on remette l'humain au centre du jeu, vous savez pourquoi? Parce que ça ne remet pas l'humain au centre du jeu. Bon, peut-être qu'il y aura d'autres corona, excusez-moi. On ne sait pas si on aura d'autres. Albert Anatola ici. On va également oublier qu'il y a certaines entreprises également locales qui ne payent pas les impôts. Il n'y a pas seulement les multinationales. Non, tout à l'heure je parle, il disait qu'il n'y a pas de contribuables. Non. Mais non, il y a un inspecteur, il y a un inspecteur des impôts qui a eu mal à partir, je ne sais pas, un commis de l'État, de l'administration des finances qui a eu mal à partir avec les bracelets du Cameroun. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de contribuables honnêtes, ça c'est clair. Oui. Mais je voudrais, à la suite du grand frère, indiquer deux choses. La première, c'est qu'au-delà de la souveraineté qu'il a évoquée, il y a d'abord un problème de gouvernance. Parce que lorsqu'on parle de l'évasion fiscale, oui. L'évasion douanière, tout ce que vous voulez, ça veut dire qu'il y a des complicités. Nous devons voir, il y a des complicités internes. L'État a mis en place, du moins, il a créé des structures qui ont pour vocation, justement, de lutter contre toutes ces mauvaises pratiques. Or, est-ce que ces structures ont les moyens qu'il faut, ont les moyens de coercition
est-ce que on a mis la CONAC par exemple, mais on se rend compte que finalement la CONAC est corrompue. On a créé l'ANTIC. Est-ce que l'ANTIC a véritablement les moyens de répression? Parce qu'il faut aussi cela. Parce qu'il ne sert à rien de pouvoir donner les outils, je veux dire, administratifs, mais sans donner les outils juridiques. Ça, c'est important. Deuxième chose, tout à l'heure, le grand frère indiquait également le problème de ces accords léonins qui sont souvent signés pour compenser certains crédits. Ça pose un problème. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une entreprise, par exemple chinoise, qui arrive au Cameroun, on doit pouvoir, qui est contrôlé, dont le staff est dirigé pratiquement les Chinois, vous n'avez aucun local nulle part au niveau de la structuration de l'entreprise, oui, de même la au niveau des travaux de manœuvre, vous avez des Chinois qui font le job, ça pose un problème. C'est la même chose. Aller à Sokapalm, aller dans n'importe quelle autre entreprise, aller à Bétois, il y a une entreprise chinoise qui fait dans les industries extractives là-bas, vous allez voir comment c'est pas. Tout cela se passe au nez et à la barbe de tout le monde. Dans tous les cas, comme je l'indiquais tantôt, et pour revenir à votre question, il n'existe pas de contribuable honnête. Mais sauf qu'il faut qu'on change justement. Il faut une réforme au niveau des instruments juridiques, notamment pour ce qui concerne les entreprises, les multinationales, parce qu'elles bénéficient de trop d'avantages. Parce que vous ne pouvez pas bénéficier d'allègements fiscaux et douaniers et vous continuez encore à voler l'État. Ça, c'est important aussi de le préciser. Deuxième chose, ce n'est pas des intelligences qui manquent au Cameroun pour permettre justement à... Je prends un autre cas. Orange Cameroun téléphonie, qui est l'opérateur de la téléphonie mobile. Voilà une autre nébuleuse qui n'est pas contrôlée, qui triche, et ça on le sait. Et il y a eu certains de ces employés qui ont voulu, qui ont essayé de collaborer avec, peut-être c'est une faute professionnelle, j'en sais rien, qui ont essayé de collaborer avec l'Office camerounais par rapport à certains chiffres qui étaient manipulés, erronés, qui étaient présentés, n'est-ce pas, à l'administration fiscale, mais ces employés ont été mis à la porte. Parce que vous avez là, n'est-ce pas, des individus qui travaillent plus pour les autres que pour le Cameroun. Ça peut se comprendre qu'ils sont payés pour ça. Mais ça pose un véritable préjudice à l'économie camerounaise. Maintenant, il faut donc, à mon sens, déjà revoir les instruments juridiques. Parce qu'il y a une fameuse zone franc qui a été créée qui devrait permettre aux entreprises camerounaises d'être un peu plus compétitives. On ne sait pas ce que c'est devenu, cette zone franc. La deuxième chose qu'il faut indiquer, c'est quoi? C'est que l'État doit pouvoir véritablement capaciter et au besoin soumettre à une enquête de moralité les fonctionnaires des impôts qui ont la responsabilité de contrôler. Je pense que vous allez attendre encore longtemps, hein. Albert, je pense que vous allez attendre longtemps. Je vais dire 2-3 choses. Ouais, allez-y. On vous écoute. La première chose, les avantages fiscaux ou douaniers, disons les avantages dont peuvent bénéficier les entreprises au moment de leur installation, les entreprises étrangères, donc dans le cadre de la conquête des IDE, des investissements directs étrangers, ça peut être compréhensible. Le fond, là, n'est pas vraiment la grosse difficulté. Non, je ne dénonce pas cela. Mon problème, c'est que non seulement elles bénéficient de ces avantages, mais en même temps, elles ne sont pas honnêtes vis-à-vis de l'État. Oui, bon, maintenant, il faut investir au moins 500 millions. Si l'État n'est pas complice, moi j'ai l'implimpression plutôt que Dr Yam, que l'État est justement complice de cela. Non, attention, posons le cadre. Oui. Lorsque vous êtes dans un cadre, d'abord je voulais préciser, il faut 500 millions d'investissements pour en bénéficier, c'est la loi de 2013, avril 2013. Non, si vous êtes dans un cadre souverain, vous êtes un État souverain, on parlera de complicité. Mais lorsque vous êtes dans un État comme le nôtre qui n'est pas souverain, ce n'est pas de la complicité, c'est du larbinisme. C'est-à-dire vous êtes aux ordres. C'est ça la grande différence. Je le dis pourquoi. Ces fonctionnaires sont nos cousins, nos frères, nos beaux-frères, etc. Il ne s'agit pas de les jeter dans la fosse aux loups. Il s'agit simplement de les interpeller pour leur dire attention les gars, le pays va mal. Et il va mal parce que vous ne dites pas non. Or, vous devez dire non. Parce que ceux qui souffrent là, ce sont vos cousins, ce sont vos frères, c'est vos familles, c'est vos belles familles. Les gars qui, eux, s'enrichissent et s'en vont, ils vivent bien. Ils emportent tout cet argent qui leur permet de financer leurs universités, leurs centres de recherche, de donner beaucoup plus de ressources aux fonds d'investissement et aux banques chez eux, et ils reviennent un peu plus forts d'ailleurs et continuent à nous exploiter. Donc, s'il vous plaît, faites un peu attention parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc, ça, c'est la première chose que je voulais préciser. En fait, il ne s'agit pas de complicité. Un complice, c'est quelqu'un qui est libre et qui s'engage volontairement dans une Mais action. pourtant, toutes ces personnes sont libres quand Ces même. personnes ne Regarde. sont pas tout à fait libres parce qu'on n'est pas dans un État souverain. Quand ils commencent à regarder justement les beaux Ces papiers, personnes les sont beaux aux calculs, ordres. on les appelle pour leur dire non, arrêtez ça tout de suite. Ces personnes sont aux ordres. Regardez comment ils entrent dans les grandes écoles dans lesquelles ils sont et vous comprendrez qu'ils sont aux ordres. Regardez comment leur carrière évolue, vous comprendrez qu'ils sont aux ordres. Il s'agit de nos frères, il ne s'agit pas de les écraser. Nous ne sommes pas là pour écraser nos propres frères. Nous ne jouons pas à ce jeu-là. Si nous nous mettons à jouer à ce jeu-là, ce qui va se produire, c'est que les autres vont continuer à mieux nous diviser. Mais maintenant, cela n'exclut pas les critiques que nous devons leur adresser, en leur disant, attention les gars, parce qu'il va arriver forcément un moment où nous allons vous dire stop. Nous vous laissons, vous avez eu suffisamment de temps pour organiser le pays, mais vous n'y arrivez pas. Et il y a un problème. Vous ne pouvez pas laisser que des étrangers continuent à nous piétiner, alors que vous avez les leviers pour faire quelque chose. Mais il y a aussi quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent. Beaucoup de nos fonctionnaires sont incompétents. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que parfois, quand vous regardez la structure de la comptabilité ou de la gestion, enfin fiscalité de certaines grandes entreprises, la plupart des gars, de nos gars sortis de l'ENAM ne sont pas capables de lire tout cela. Ceux qui sont parfois compétents, on les met à l'écart hein, également. Ceux en tant qui que se battent pour être assez compétents, justement, parce qu'il faut être aux ordres, ils sont exclus. C'est ça l'autre problème. Alors, l'autre chose extrêmement importante qu'il faut dire est celle-ci. Nos États ont des problèmes d'évasion fiscale en grande partie parce que nos États essayent de s'organiser sur le mode occidental. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Nos ancêtres ne vivaient pas comme ça. C'est pas comme ça que la vie publique était organisée chez nous. Tant que nous ne répondrons pas à la question simple que Oumniobé posait tout le temps, chaque fois en début de chaque meeting, tradition qui a été reprise par la suite quand il est décédé par les Moumiers et les Wandje, que voulons-nous? Que voulons-nous? Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? C'est ça la question de fond. Tant que nous sommes là à répondre en nous appuyant sur le droit constitutionnel latin, le droit constitutionnel anglo-saxon, les gens sont là, ils tuent leurs propres frères en disant, ouais, le common law a dit que, oh, le droit napoléonien dit que, tant qu'on est là-dessus, sur des inepties comme celle-là, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est qu'on aura un système fiscal inspiré du modèle français, mais qui ne sert pas nos intérêts. Qui ne sert pas du tout nos intérêts. C'est que nous aurons un système fiscal inspiré de la common law qui ne sert pas nos intérêts parce que ces gens-là répondent à une question que nous n'avons pas posée, qui ne nous concerne pas, qui est celle de savoir, nous, que voulons-nous pour nos pays? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'armature, et c'est ça, et ça me permet d'arriver donc à l'un des problèmes fondamentaux de nos pays, l'architecture institutionnelle et juridique de nos pays. Il parlait des leviers juridiques. Mais tout à l'heure, quand je vous dis les propositions que nous avons faites, à savoir, vous ne pouvez pas laisser que des entreprises qui gèrent la vie de centaines ou de milliers de personnes de façon directe et de milliers de personnes de manière générale de façon indirecte, vous déclarent ce qu'elles ont à faire. Les choses qui permettent de contrôler des entreprises et de s'assurer qu'elles payent leurs impôts normalement, en tout cas les plus grandes, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les grandes entreprises au Cameroun payent plus des 2/3 des impôts. Je pense que ça tourne autour des 3/4. C'est normal, parce que c'est elles qui ont tous les grands marchés, qui accèdent au budget d'investissement de l'État de façon conséquente. Ça peut vous paraître bizarre, mais les réunions et les les réunions, les comités, les séminaires, les machins, représentent pas loin de 10% ou 20% des ventes, et je parle là des réunions et des séminaires du gouvernement, représentent pas loin de 10% ou 15% des ventes des entreprises brassicoles. Donc c'est sérieux, c'est très sérieux. Du coup, aujourd'hui, nous disons à l'État, et aux États, c'est valable pour tous les États africains, la première chose, vous devez rétablir la certification des comptes des entreprises. Parce que quand les comptes sont certifiés, vous donnez à quelqu'un d'indépendant la possibilité d'inquiéter les gestionnaires d'une entreprise, les dirigeants sociaux d'une entreprise, et de leur dire, messieurs, vous avez intérêt à
produire une information financière fiable et vérifiable pour que tout le monde soit content. On peut acheter ces gens-là. Bien sûr que la corruption existe. Elle n'est pas... Bon, les gens vous diront toujours l'Afrique, le Cameroun numéro 1 de la corruption dans le monde. Je ris tout le temps. Je ris parce que quand des gens, les Panama Papers nous ont montré à ce dessin que c'était terrible de voir des Camerounais reprendre une chose pareille pour s'attaquer à leur propre pays. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune connaissance du monde dans lequel ils vivent. C'est ça. Vous avez les îles Caïmans qui sont là, le Luxembourg qui est là. Et vous, on vous dit que votre pays est le pays le plus corrompu du monde. Et vous commencez à tirer sur vos propres frères. Vous commencez à insulter votre pays et vous applaudissez. Pardon, donc, il y a le fait que il faut qu'on restaure la certification des comptes par les commissaires aux comptes. Avec le droit, ce qu'on appelait à l'époque, ils avaient le droit de dénoncer. Donc, on appelait ça l'alerte, de faire des alertes au procureur de la République. Deuxième chose, nous devons nous assurer que nos étudiants en master et en doctorat font des travaux de recherche dans ces entreprises, tous ceux qui sont là en gestion, qu'ils fassent des stages dans ces entreprises et qu'on leur permette d'accéder... Voilà encore notre problème que vous soulevez, Dr Yam. Parce que vous devez savoir que maintenant, pour être stagiaire... Mais c'est ça les problèmes. Je les soulève à dessein. Que nos étudiants fassent leurs stages académiques là-bas, comptabilité, gestion de manière générale, fiscalité et droit, pour bien comprendre comment ça se passe et que les travaux de recherche de ces étudiants soient vulgarisés. Il y avait un ministre à l'époque qui s'était lancé dans ce chantier de vulgarisation de travaux de recherche, Dr Somme Julienne. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais espérons que ça va avancer. Elle n'a pas fait long feu, vous devez le savoir. L'autre chose que nous leur disons, les petits cabinets locaux doivent faire une contre-expertise à chaque fois. Toutes les entreprises, d'après la loi, sont censées déposer leurs états financiers dans les services, dans les tribunaux du ressort de leur siège chaque année. Il faut que ces travaux-là, ces états financiers fassent l'objet. C'est-à-dire qu'on peut exiger, les gens qui sont à l'ISMP, l'Institut supérieur de management public, que des étudiants de l'ENAM, là, qui sortent dans les régies financières, et que dans au moins 5 à 10% des étudiants de nos universités, on les oblige à faire leurs travaux de recherche sur ces états financiers. Pourquoi? Parce que ces étudiants finiront... Vous ne pouvez pas être plus intelligent que la planète tout entière. Il y aura nécessairement quelque chose que vous aurez oublié ou négligé. Ces étudiants-là nous permettront à chaque fois de découvrir quelque chose qui a été négligé, qui a été oublié, qui a été mal fait. C'est des états financiers, c'est de simples documents déposés dans les greffes des tribunaux. Donc, on doit les obliger à le faire. Un État doit être organisé. Un État doit être organisé. Moi, je viens d'une zone, d'un coin du pays, d'une communauté, d'un groupe qui s'appuie sur quelque chose qui s'appelle le Mbok. Mbok, ça veut dire la mise en ordre. Un État doit se fonder sur une mise en ordre pour bien faire les choses. Et la dernière chose que je voudrais dire est celle-ci, si vous me le permettez. C'est que on se plaint trop. On est tout le temps en train de se plaindre. Oh, il y a de l'évasion fiscale. Oh, on perd de l'argent. Oh, il y a telle chose. Mais arrêtons de nous plaindre. Écoutons les propositions que font les gens sur comment on peut organiser nos États. Parce que nous faisons l'impression, si je n'étais pas camerounais, si je n'étais pas africain, l'impression que j'aurais de la plupart des Africains, c'est qu'ils se plaignent trop. Et vous savez que c'est cette réaction que les autres ont de nous. Mais ils se plaignent trop, ils sont tout le temps... Pourquoi est-ce qu'ils ne trouvent pas de solution? Ils ne trouvent jamais de solution. Oui. La solution, la clé de tout, c'est notre souveraineté. Nous ne pourrons pas organiser ces choses sans souveraineté. Et l'autre chose qui peut permettre que nos États, que les entreprises soient obligées de payer les impôts chez nous, c'est qu'au-delà du régime déclaratif, en plus de la certification des comptes, en plus des stages académiques et des travaux de recherche que nos étudiants feront sur ces entreprises-là, eh bien, qu'il soit de façon claire, que l'État que l'État se réorganise et forme son personnel. Il devrait, la Cour des comptes, la fameuse Cour des comptes, devrait exister, et la Cour des comptes devrait avoir le droit, la possibilité justement d'aller enquêter sur ce genre de choses. Et la Cour des comptes ne devait pas être constituée de magistrats, devait être constituée d'experts fiscaux et comptables, qui pourraient avoir donc le pouvoir de magistrat. Parce qu'être magistrat, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste un pouvoir qu'on vous donne. Non, on peut avoir des magistrats spécialisés. On peut les appeler comme ça. En fait, ils sont des magistrats, mais c'est des gens qui ont d'abord une formation dans les domaines
de l'expertise fiscale, de l'expertise comptable, et qui pourraient donc, et ce seraient les meilleurs, qui sont les chevronnés, qui pourraient donc questionner à chaque fois tous les comptes qui sont donc déposés surtout par les plus grosses entreprises. On va revenir avec vous tout à l'heure, docteur Yabel, justement, le temps de prendre la réaction de Patient Parfait, donc qui lève le doigt comme si on était à l'école. Oui, parce que je veux il y a pas parlé de Bok, donc mettre les choses en ordre. Il y a un ordre de priorité. La première chose, c'est la souveraineté. Si tu n'es pas souverain, toutes les belles idées que tu mets là, ça ne peut pas. C'est vrai. Mais allez dans nos tribunaux. Regardez comment sont nos tribunaux. Regardez. On est même incapable d'informatiser l'état civil du Cameroun. Vous voyez. Je vais vous donner quelques exemples. Ouais. Au Ghana, quand les jeunes entrent dans le régime financier, si tu es là entré, avant sa sortie, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent que, l'État lui a conçu une maison. On dit, monsieur, voilà les clés, voilà ta maison. 2, l'État lui a acheté une voiture. Voilà ta voiture. Ok. Troisièmement, l'État lui propose, est-ce que tu es prêt pour le mariage ou pas? Alors, si tu es prêt, nous sommes prêts à t'accompagner. On va ouvrir un petit truc pour que tu ne puisses pas avoir de problème et que tout se passe bien. Quand il a eu tout ça, il signe maintenant un contrat avec l'État. Du point de vue de comment on appelle ça, de la rentabilité au niveau de sa tâche. Au Cameroun, il y a une loi qui dit que après un certain, à la fin de chaque année, quand vous avez fait un tel nombre de, un tel degré de recouvrement, vous avez droit à tel pourcentage de ce que vous avez pu... Des primes de recouvrement. Des primes de recouvrement. Mais est-ce que cela empêche ces gars-là qui ont ces avantages faramineux de continuer à jouer les larbins? Tu vois, ça pose donc la question de la souveraineté. Nathalie Yam posait la question. Ça pose la question de la souveraineté. Posait la question hier dans un. Vous avez un jeune à peine sorti, il est, je ne sais pas, inspecteur des impôts, inspecteur de ne sais pas de quoi. De douane et tout ça. Du trésor. Vous voyez, en 5 ans, il a 5 duplex. Pour lui, sa famille, et bon, excusez-moi le terme, mais c'est maîtresse. On dit au Cameroun, c'est Djomba. Parlons pour que tout le monde comprenne. Il a son parc automobile est ahurissant. Alors qu'il a tous ses avantages. Au vu et au su de tout le monde. Que le médecin n'a pas. Que le professeur... Que l'enseignant n'a pas. L'enseignant n'a pas. L'agronome. Mais attendez, nous sommes dans un pays où il y a un décalage par rapport à l'âge de départ en retraite. Il y a des jeunes qui ont donné tout leur temps. Ils sont, par exemple, au poste et télécommunications. Ils iront en retraite à 55 ans. On a des chercheurs qui vont en retraite à 55 ans. Et eux, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun espace pour voler. Vous voyez? Donc, je continue de dire que en termes de propositions, on peut, malgré tout cela, faire ces propositions. Il y aura toujours cette gabegie parce qu'il y a une question de souveraineté qui se pose. Parce que le gars qui passe comme ça, il est un inspecteur de police ne peut pas dire, bon monsieur, je peux faire une petite enquête sur votre parc automobile, de quoi ça ressort, et que à la fin, son truc transmis chez monsieur le procureur, que monsieur le procureur, plein de décisions qui s'imposent. Quand on parle de cette évasion fiscale, on oublie nos premiers décideurs, excusez-moi, les chefs d'État et leur entourage. Comment vous pouvez expliquer que la fille de Dos Santos est subitement devenue la femme la plus riche d'Afrique? Papa l'a octroyé et son Angola, n'est-ce pas? Elle avait déjà un truc de téléphonie mobile, mais en plus on lui donne encore son Angola. Alors, vous savez avec qui elle va se mettre comme dans la vie? C'est le fils de l'ancien directeur de la Banque centrale de Zaïre. Vous voyez comment, au niveau du sommet, les classes sociales se retrouvent. Les riches de se marier qu'avec les riches, patient pas fait de... Ça donne des frissons quand j'ai lu les Panama Papers et que j'ai lu, par exemple, le fils Sasson. Oui. Mais, incroyable. C'est incroyable. Donc, cette évasion fiscale est aussi due au fait que, comme nous avons des États, dans la plupart du temps, qui ne sont pas l'émanation de la volonté populaire, donc qui ont un déficit de légitimité populaire. Les gens savent qu'ils ne sont pas là parce que X et Y, je ne sais pas, M. Anatole a voté pour lui. Mais ils sont là parce que les autres les ont mis là pour, en fait, être les contre-maîtres de leurs intérêts. À partir de ce moment-là, comment vous pouvez penser que ça peut finir? Ça ne peut pas finir. Ça ne finira jamais tant que le peuple ne va pas se saisir de cette question-là et d'arracher sa souveraineté. Donc, j'étais en train de dire que les belles propositions que mon ami Yam fait, elles sont excellentes. Mais dans quel cadre? Mais il faut d'abord planter le cadre. Quand on parle de la question du contentieux historique, le voilà. Si tu ne plantes pas ce cadre, si tu ne le fixes pas,
tu pourras continuer à émettre ces belles idées et n'iront nulle part. Tu auras le gars des finances qui est corrompu, tu auras le procureur qui devait être en charge de cette affaire qui est corrompu. J'en connais qui ont déjà des immeubles à Douala, je ne sais pas combien ils gagnent à la fin du mois, excusez-moi. Tu auras le gars au ministère des Finances qui est corrompu, le grand patron là-bas qui est capable de passer le coup de fil à l'inspecteur d'entrée. Il se dit que le dossier sur lequel tu es en train d'insister, là, lève ton pied là rapidement. Parce que c'est un truc qui va te dépasser, etc. etc. Donc, comment voulez-vous on est obligé de se plaindre, si vous voulez. Nous sommes obligés de nous plaindre. Pour dire que mais c'est pas possible. Non, mais où va-t-on? À un moment donné, il faut faut agir, il faut trouver des solutions. Nous sommes ici pour trouver des solutions. L'action, c'est la volonté du peuple de pouvoir agir. Pas agir, je vois les gens encensés, ceux qui étaient aux affaires, qui se sont sucrés suffisamment, et quand on vient de présenter aujourd'hui comme le nouveau Messie, moi je ne crois pas. De toute façon, je ne peux pas y croire. Je dis de manière genuine, comme disent les anglophones, trouvons des ressources, parce qu'elles existent. Trouvons ces ressources-là. Essayons de les mettre en commun, ces énergies, et allons à la conquête de cette affaire-là, de notre souveraineté. Et je crois qu'à partir de là, le Cameroun peut être 1000 fois plus que le Qatar, 1000 fois plus que le Koweït, etc. etc. Nous sommes d'une richesse incroyable. Mais c'est parce qu'il y a des complicités. Lui, Anatole a parlé des accords léonaires, mais surtout des hommes liges qui ont pour fonction d'entretenir cet état de fait de telle manière que rien ne bouge. Je continue de dire qu'il est impensable qu'un jeune ou bien un intellectuel à 55 ans, quand il commence à produire, on lui demande de partir. Vous savez, je vais donner pour sortir. Oui. Monsieur Boum Jean-Pierre, je donne son nom, il est toujours vivant, hydrologue. Alors, il est en charge par la commission des pays de tout le lac Tchad, c'est les sites, quelque chose comme ça. Comment faire pour redonner vie au lac Tchad? Il fait une excellente proposition qui est de dévier une partie des eaux de Lubangui-Charé pour le lac Tchad, pour redonner vie au lac Tchad. Et créer toute une économie autour de ce lac qui est en train de mourir, tout le monde le sait. Une économie qui va faire qui s'assèche de jour en jour, un bassin céréalier pour toute l'Afrique de l'Ouest. Or, qui doit financer ce projet? Ce sont des gens qui nous vendent le blé, que nous consommons tout le matin dans les différentes farines de pain. Et ces gens-là ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que, en allant dans cette option-là, leur blé ne trouvera plus de preneur. Voilà, donc vous voyez comment c'est imbriqué, c'est violent. Il y a 55 ans, monsieur Boum Jean-Pierre, on dit oh merci, allez faire voilà vos droits à la retraite. Au moment où il commençait maintenant à devenir productif pour nous. Et voilà, donc je continue de dire qu'il a parlé de l'architecture à la fois juridique et institutionnelle de d'autres pays, mais pour le refaire, Yam, il faut d'autres forces. Il faut du chemin. Il faut d'autres énergies, des énergies saines qui sont au service de notre peuple et non ceux qui, justement, la double nationalité. Tu as passé très rapidement là-dessus. Quand vous avez la double nationalité, vous avez un problème. Sérieux. Vraiment, vous êtes au service de qui? Quand on prend notre nationalité, excusez-moi, qui qu'on soit, on devient quelqu'un d'hybride. Vous êtes au service de qui? De votre nation? Ou bien de la nation qui vous a donné la nationalité. On devait donc commencer dès l'école, la maternelle, à dire à nos enfants, parce que il peut y avoir des possibilités pour que vous soyez obligés d'avoir une nationalité dans notre pays. Mais à dire à nos enfants, dès le sein de leur maman, que vous êtes des Camerounais, vous êtes des Africains. Vous devez travailler toute votre vie pour être au service de ce peuple-là. Parce que le père de la bombe atomique chinoise, excusez-moi, est né aux États-Unis. Ne l'oublions pas. Oh, nos enfants, quand ils courent pour avoir la nationalité d'un pays tiers, à la limite, c'est pour venir nous narguer. Ce n'est même pas pour eux-mêmes. Parce que quand on voit, en fait, ce qu'ils gagnent, comme vie, ils ont souvent des vies misérables, excusez-moi le terme. Mais c'est pour venir nous narguer. Après, vous dites que vous savez, moi j'ai le Schengen, j'ai le Bordeaux, etc. Des conneries. Parce qu'il n'a pas compris le sens des enjeux. Pourquoi il n'a pas compris, je ne vous coupe pas. C'est tout le problème que posait Sankara. Vous ne pouvez pas avoir... Il disait, voici sa phrase, un militaire sans formation idéologique est un bandit. C'est un criminel en puissance. C'est un criminel. C'est ce que Sankara disait. Parce qu'en réalité, il faut que vous soyez imbibé d'une certaine vision du monde. Vous soyez imbibé par certains idéaux et par certains objectifs politiques pour que vous puissiez vraiment être au service de votre pays. Et l'un des problèmes que nous avons ici chez nous, je vous disais tout à l'heure, j'étais très content du tweet de Nathalie Yam qui parlait de la jeunesse africaine. On a l'impression que les gens courent
après tout ce qui brille, et ils oublient que nous avons besoin de jeunes gens qui comprennent que construire un pays, c'est transpirer. C'est avoir le sens des sacrifices. C'est se projeter sur des décennies en sachant qu'une route ne peut pas se construire sur un claquement de doigts. Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas ces jeunes, on n'a pas ces personnes justement qui sont nationalistes, qui sont patriotes. Qu'est-ce qu'on va faire, Albert Anatole? On en a, ceux qui font Non, tout jusqu'à preuve de pour que contraire, madame... même les jeunes Non, que nous pour que avons madame... aujourd'hui pensent aller en Non, Occident. quand madame est à terme, on se bat pour que l'enfant naisse de l'autre côté. Tim Jocelyn, au Canada où j'étais en 2008, Oui. lorsque vous êtes contrôleur des impôts, vous avez une voiture de service, vous avez un sandwich, vous avez votre bouteille d'eau ou de coca. Si vous prenez un verre de là où vous allez travailler, vous êtes sanctionné. Parce que vous ne devez pas être corrompu. Je pense que tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'une vision. Effectivement, parce que il s'agit d'une culture, on leur apprend ça à l'école. Or, aujourd'hui au Cameroun, lorsque vous allez à l'INAM, quels sont les filières les plus sollicités? C'est les impôts, ce sont les régies financières. Pourquoi? Parce que là-bas, Il y a le gombo. il y a le gombo, il y a la magistrature. À bouche, que veux-tu? Il y a la magistrature, c'est ça, parce que là-bas, c'est plus facile d'avoir de l'argent. Ça veut donc dire que là, nous sommes dans un logiciel de bling-bling et non dans un logiciel, dans un projet de construction d'un pays. C'est ça le problème. Tout à l'heure, le grand frère parlait d'un problème de souveraineté. D'accord, je suis d'accord avec lui. Parce que vous constatez que chaque fois qu'une multinationale... Il y aura française- également un autre problème de mentalité. Il ne J'y faut pas arrive. également l'oublier. Chaque fois qu'une multinationale, notamment française, est en difficulté sur le continent africain, quand ce n'est pas le Quai d'essai qui vient avec les gros sabots, c'est l'Élysée qui passe un coup de fil, il ne sait pas à X ou Y, pour justement On se souvient sauvegarder les quand même intérêts qu'il y a un de directeur cette multinationale. général d'une entreprise bancaire qui, lorsque l'entreprise est tombée, il y a eu détournement de deniers publics. Voilà. D'argent. Il a pris l'avion. la poudre de Il a- dispète. alors L'avion que- le même soir, il est parti. Alors que les nationaux sont Et les écroués. nationaux sont restés Sont là. écroués. Les nationaux sont écroués pendant ce Mais temps. lui, il est Il faut pas donner il le est- montant, c'est important. Il faut donner le montant. Parce que ça permet aux gens de comprendre. Non, Non, c'est donner le 52 montant. Il faut dire milliards. c'est la BICEC. 52 milliards, messieurs. 52 milliards. C'était un blanc, 52 un milliards de francs Français. CFA détournés justement Alors. du côté de la BICEC. Bon. Faut pas qu'on l'oublie. Donc là, de ce point de vue, question de souveraineté, c'est important. L'autre problème, c'est un problème de gouvernance. Parce que même si les instruments sont mauvais, nous, si nous avons la mentalité de construire, même si vous êtes corrompu, même si on tente de vous corrompre, vous allez dire non, je suis là pour, il faut construire mon pays. Vous refusez. Malheureusement, très peu de personnes savent dire non. Malheureusement, c'est le cas. Donc, il faut donc un problème de gouvernance. Mais c'est pas aussi à cause de la Et il faut- pauvreté que non, personne c'est ne pas veut dire non. Non. Et puis, Parce qu'à un moment et donné, puis- quand vous avez été pauvre toute votre vie, Non, votre non, c'est mère, pas- votre non. père, les gens vont vous dire, je il y ne a peux pas une dire non parce qu'il faut. C'est pas parce que vous manquez, c'est pas parce que vous manquez d'eau, Non, c'est pas il parce faut- que vous manquez Mon d'eau père que et vous ma allez mère, boire. et que Non, j'ai non. construit Non, ces maisons. il faut instituer une culture de la sanction. Non, nous devons instituer une culture de la sanction. Attendez une seconde. Vous Quelque savez, chose avant. vous connaissez qui a construit vous le palais de suis, l'unité? Une seconde. C'était un architecte, Kakoub, Kakoub, Tunisien. tunisien mais juif aussi. Bon, qui un jour, il finit de faire son business et il court pour prendre l'avion pour rentrer avec tout l'argent qu'il avait gagné. Le ministre des Finances de l'époque demande à l'avion de ne pas décoller. Monsieur Kakoub, on a contrôlé vos états. C'est le palais d'unité ou bien le palais de congrès? Pas de Non, c'était l'unité. pas de l'unité. Pas de Allons-y. l'unité. Monsieur Kakoub, mais on a vu vos états là par rapport à vos impôts, vous n'êtes pas en règle par rapport à vos impôts. Oh, il montre ses grands chevaux. Comment ça, hurler? Vous savez à qui vous adressez? C'est bon, monsieur, tant que c'est pas fait, vous ne pouvez pas partir du pays. Donc, le lendemain, il prend rendez-vous avec le chef d'État, Amada Idjo, c'est pour montrer quand même que même quand c'est pourri, de temps en temps, il peut y avoir des gens qui ont Bien peu sûr, de... Bien sûr. Ah, Amada Idjo dit, vous savez, ce ministre-là, il est tellement teigneux, moi-même, Je paye. il tique son truc, il dit que regarde. Moi, je paye. Non, mais je paye. Donc, monsieur Kakoub, je ne peux rien faire. C'est cet esprit-là, tu vois. Même quand vous êtes de l'autre côté, mais à un moment donné, il doit y avoir un succès d'orgueil Bien sûr. vous permettre de défendre les intérêts de votre pays. C'est ce que nous n'avons pas de plus en plus au niveau de la jeune génération. Mais ça signifie à un moment donné qu'il faut donc former des gens qui n'aiment pas l'argent. Parce Non, qu'à c'est la pas vue de ça. l'argent, il y a pas mal de C'est pas personnes ça, qui vont c'est pas changer ça. immédiatement d'avis. Ils gagnent suffisamment leur vie. Regardez ces gars qui sont des régimes financiers. Ils gagnent
comme mais là, je suis d'accord avec Yam, ce n'est pas Ils pour nous veulent de l'envoyer. toujours gagner, hein, Bachar Mais Bafendo. non, ils sont devenus, Même s'ils ont de l'argent, ils veulent toujours en gagner un peu plus. Ils sont esclaves d'une culture nouvelle. C'est une culture nouvelle, la culture qui voudrait que le bling-bling, comme quelqu'un disait, et que ce soit ça qui soit la vie. Et que quand on parle de réussite sociale, c'est parce que j'ai 10-15 maisons, j'ai un parc automobile à un plan fini, j'ai 60 maîtresses, j'ai des vestes, n'est-ce pas, qui sont cousues sur mesure, je ne sais pas ce qui c'est Oscar Darenta. 110, 150, 200, c'est pas 500, c'est pas... Et on oublie que quand on multiplie cela avec des trucs d'échelle, ça crée quoi? Ça crée complètement un pays qui n'existe plus, qui est incapable de répondre aux questions même basiques. On vous dit que dans un grand hôpital, il a manqué 4 couveuses pour écouter. Des triplés meurent. Donc il y a des conséquences. Laissons Albert Anatoly ici terminer son propos. Oui, parce que le temps nous est déjà imparti. Absolument. Donc, je suis d'indiquer que justement, lorsque vous avez des jeunes qui ont un esprit patriotique, même quand c'est pourri, il y en a au moins qui vont vous dire non. Mais nous sommes là dans une sorte de mare au crocodile, parce que parmi ceux qui sont intègres, justement ceux qui sont intègres, il y en a qui sont, c'est le cas à la magistrature, c'est le cas dans l'énergie financière. Tout à fait. Mais quand ils sont intègres, justement, ils sont mis de côté. C'est de ça on les balaye des revers de la main immédiatement. On les sanctionne même, il faut le préciser. Non, ils sont même sanctionnés. Ils sont pas dans les réseaux. Et puisqu'il y en a qui rendent compte. Ils sont pas dans les réseaux. Il y en a qui ont l'obligation de rendre compte, soit chaque jour, c'est-à-dire en fin de journée, soit en fin de semaine. Non, c'est dangereux. Donc, je pense qu'il faut, à mon sens, instituer la culture de la sanction. Parce que si on institue la culture de la sanction, c'est-à-dire que lorsque vous commettez une faute, vous êtes sanctionné tout de suite, eh bien, je crois que ça marchera. On ne sanctionne que ceux qui font du bien, hein. Albert Anatoly ici finalement. Non, on doit sanctionner ceux qui travaillent mal. Pour terminer justement là-dessus, hein, vous avez dit tout à l'heure là que vers 18h jusqu'à une certaine heure, tous les billets de francs CFA, on les évacue immédiatement pour avoir de la bonne monnaie. Il faut également préciser, je lis d'ailleurs hier, aux États-Unis, aucun homme qui n'est pas justement américain ne peut faire sortir du pays plus de $3 000 par an. Il faut le préciser. Mais pourtant ici, l'argent sort tous les jours que Dieu crée. Le système est organisé comme ça. Et il est organisé comme ça à dessein. Il n'y a pas que les enfants. Justement, à dessein pour qui? C'est justement la grande question. À dessein pour les prédateurs et pour leurs copains qui sont ici. Pour les personnes, c'est leurs hommes liges en fait, pour être plus précis. C'est organisé comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui, le Cameroun a sa monnaie, sa propre monnaie, et que le Cameroun, comme tous les pays sérieux, met en place une législation rigoureuse sur les transferts internationaux, oui, eh bien, vous allez vous rendre compte que tout de suite, des investissements intérieurs vont croître. Pour quelle raison est-ce que même le budget de l'État est... Enfin, c'est un budget assez bizarre, où on a le fonctionnement qui est toujours disproportionné par rapport à l'investissement. Parce que dans le budget de fonctionnement, vous avez une grande partie, si ce n'est peut-être même jusqu'aux 3/4 des choses qui sont importées. oui, Ou 80% des choses on achète à l'extérieur. Il faut acheter des salons, il faut changer les ordinateurs, il faut changer les fauteuils des gens tous les jours, il faut acheter des voitures. les rampes de papier, tout ce qui va avec. Etc. Les rampes de papier, aller d'un pays qui, même les papiers, on ne sait pas fabriquer. Donc, On savait le faire. on ne savait pas le faire. C'était pas une usine de pâte à papier. C'était pas une usine pour faire du papier. C'était une autre chose. En fait, c'est un scandale, n'en parlons pas. Donc, on importe tout. Et puis, finalement, toutes ces choses venant de l'extérieur, en fait, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent que les gens aient toujours leur champagne, que les gens aient toujours leur nouvelle voiture, que les gens aient toujours leur parfum pour leur voiture, que les gens puissent manger les biscuits qui viennent d'ailleurs. Donc, toutes ces choses-là, tout ça est fait à dessein, c'est une certaine organisation des choses. La vérité aujourd'hui, c'est que la question fondamentale de la liberté de nos États, de nos citoyens et de la souveraineté de nos États revient à chaque fois, quel que soit le sujet. Pourquoi est-ce que ça revient tout le temps? Ça revient parce que c'est le cœur de tout. Parce qu'en réalité, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est liée au fait que nous ne sommes pas un État souverain, même si certains hommes politiques s'en amusent. Et où ils profitent de cette mare au crocodile, comme ils savent bien nager, pour tirer leur épingle du jeu. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire ce pays, et le risque que nous courons est celui d'une explosion à terme. Parce que
Vous aviez officiellement 8,5 millions d'habitants en 1987. Qu'on le veuille ou pas, selon les lois de la démographie actuelle, ou les constats de la démographie actuelle, qu'on le veuille ou pas, en 2020, le Cameroun doit approcher les 40 millions d'habitants. Et ce qui va se produire, je vois que le gouvernement lui-même indique de plus en plus dans les documents officiels que Douala, ça doit être entre 4 et 5 millions d'habitants, même si le dernier recensement disait que la région du littoral, c'est 2 millions d'habitants. Bon, et pendant longtemps, nous avons dit, faites attention, Douala, ce n'est pas du tout ça. Douala, c'est probablement plus près de 10 millions d'habitants que de 2. Ce qui va se passer, surtout à la faveur de cette pandémie, qui est une catastrophe pour nous et qui est très mal gérée, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une explosion sociale. Une explosion sociale à cause des difficultés auxquelles les gens vont faire face. Les Camerounais ou les Africains ne vont pas exploser. Et vous regarderez les explosions de colère dans nos pays. Ce n'est pas toujours lié au fait que les gens en veulent aux dirigeants. Les gens explosent parce qu'ils ne comprennent pas pour quelle raison ils n'arrivent pas à manger. Comment vous allez expliquer à quelqu'un qui vit à Douala qui n'a pas de l'eau à boire? Il y a la mer à 30 km, il y a au moins 2 grands fleuves qui enserrent la ville. Il ne peut pas compter le nombre de rivières et de ruisseaux, mais il n'a pas d'eau à boire. Comment vous lui expliquez ça? En même temps, vous lui dites qu'il y a 1000 instituts qui forment des ingénieurs et des techniciens. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas de l'eau à boire. Ça, c'est le risque que nous courons. Lorsque vous avez un pays dans lequel on préfère favoriser l'importation de motos, alors qu'on fabriquait les motos dans cette ville dans les années 80, j'étais encore tout petit, mais je m'en souviens. On fabriquait des vélos et des motos dans cette ville dans les années 80. Je ne sais pas par quelle magie, dans les années 90, on a commencé à les importer et on a soutenu l'importation de motos au lieu de favoriser et de soutenir la fabrication locale. C'est toutes ces choses-là qui facilitent l'évasion fiscale. Parce qu'en fait, nous sommes dans des compromissions politiques, des compromissions géostratégiques qui sont telles que la priorité n'est pas notre peuple. Et comme la priorité n'est pas notre peuple, évidemment, la façon dont nous allons organiser la gestion de l'État sera telle que la structure de l'État sera tournée vers la protection des intérêts étrangers et non pas vers le soutien et la protection des intérêts locaux. Aucun peuple au monde ne s'est développé en laissant une évasion fiscale d'une telle ampleur. Vous ne pouvez pas vous développer avec ça. Parce que tout ce qui sort de votre pays sous forme d'évasion fiscale, c'est ça votre pouvoir d'investissement. C'est ça votre capacité d'investissement. Et donc, votre capacité d'investissement s'en va. Et vous allez négocier des investissements directs étrangers à des taux, des prêts à des taux exorbitants qui ne vous permettent pas. Parce que tous les calculs faits aujourd'hui, la plupart des prêts que notre État consent ne permettent tout simplement pas, nous ne pouvons pas les rembourser du fait du volume. Messieurs, nous sortons rapidement, il faut le dire, de ce débat de ce matin, plus que 2 minutes, maximum 2 minutes, pour que je donne à chacun juste une dernière prise de parole, en quelques secondes d'ailleurs. Une seconde, c'est-à-dire que on donne l'impression que nous sommes des niaises, des gens qui n'ont pas la capacité de réfléchir. La voiture, la Land Rover. C'était la voiture de mon grand-père. D'ailleurs, c'est la voiture qui montait toujours sur nous. C'était la seule voiture qui montait d'ailleurs. Alors, je vous donne, pour les plus jeunes, déjà, jusqu'en 1900, à partir de 68, on montait des Land Rover à Douala, au Biche. Monté. C'est-à-dire que les gens viennent avec les pièces détachées et des Camerounais. Je crois que le dernier directeur, on avait même des chef motos c'était un vélos. certain Simon. Les vélos moteurs, à l'époque. Que j'ai eu à rencontrer une C'était fois. les Solex. Il montait des voitures. Complètement, c'est-à-dire que tout. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on avait continué d'encourager cet esprit. La production locale. Oui, mais non, on était encore au niveau de montage. C'est-à-dire les pièces détachées arrivaient, mais on assemble l'assemblage. Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, BMW va construire une usine d'assemblage de voitures au Rwanda, mais le Cameroun le faisait déjà en 68. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait maintenu, n'est-ce pas, la même dynamique, on se serait retrouvé aujourd'hui avec au moins peut-être le moteur de Land Rover qui est fait par des Camerounais. Vous savez, les grands avions, les Airbus et consorts, tout n'est pas monté à un seul endroit. On va vous dire que les ailes sont fabriquées par les Irlandais. Et uniquement la fabrication de ces ailes d'avion par l'Irlande donne à l'Irlande des capacités sur le plan financier et économique qu'on ne peut pas s'imaginer. Imaginons donc qu'on dise à Toyota, apparemment qui vend beaucoup de voitures au Cameroun,
on dit, nous les portières, c'est au Les Cameroun fait qu'on va les faire. Bien sûr. Vous vous imaginez? Avec tout notre TVA, nous on fait les roues. Vous vous imaginez, avec tout notre VA, comme fait il les- dit, on fait les nous roues. allons faire les roues. Les Parce roues. que je me rappelle déjà que pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, ils ont conçu plus de 5 millions d'avions avec Messieurs, 300 rapidement, le temps nous non, est 5 imparti. millions de voitures avec plus de 300 000 avions. On chaussait avec quoi? Avec les VA qui venaient de Dizanguin Bien sûr. au Cameroun. Donc on peut le faire. Bien sûr. Donc, je dis vraiment, nous avons un véritable problème. C'est un casse-tête chinois, si on peut le dire ainsi. Mais tant que nous n'allons pas nous prendre notre destinée en main nous-mêmes, on va continuer à rigoter. Albert Anatola, ici, le temps rapidement, votre possible. mot de C'est fin. L'émission est Non, terminée. non, écoutez, mon mot de fin, c'est quoi? C'est que, première chose, il faut que cesse le monnayage de postes dans notre administration. Pour réussir un concours, il ne faut pas qu'on soit obligé d'aller donner l'enveloppe à X-Way. Ça va rendre. Parce que très souvent, lorsque quelqu'un réussit un concours, il réussit à obtenir un poste, la préoccupation majeure, c'est de rembourser l'argent. Qui a servi à obtenir le poste. C'est la même chose avec nos politiciens. C'est-à-dire qu'ils se bagarrent pour obtenir un poste, ils font dépenses. Lorsqu'ils arrivent là-bas, il faut Il vous laisse rapporter rapidement. Donc, deuxième chose, moi je ne comprends pas, et c'est inexplicable qu'une multinationale arrive au Cameroun, bénéficie de tous les allégements possibles, mais continue encore à voler l'État, à ne pas payer son personnel qui est constitué de locaux. Ça me pose un problème. Et ceci au nez et à la barbe des autorités compétentes. Il faut y avoir la complicité. Ça, c'est important. Ça me pose un problème. Deuxième chose, et troisième chose, Rapidement, le temps est avant-dernière parti. chose, Oui. nous devons instituer et renforcer la gouvernance. Ça, c'est important. Merci La beaucoup. dernière chose, nous devons vous avez également dit la dernière chose. instaurer Il y la a quelques culture de la instants. sanction. Merci beaucoup Albert Anatola ici d'avoir été de notre ce matin. Docteur Yam, je vous dis également merci d'avoir été là ce matin. Patient Parfait, donc merci énormément d'avoir également été là ce matin. Merci. Je tiens à dire d'ailleurs à toutes les personnes qui sont du côté de Yaoundé, Douala, Bafoussam, sans oublier Maroua, Garoua et surtout dans toutes les grandes Macondo. villes. À Coton. Non, À Macondo tous aussi. les quartiers en tout cas de cette ville. Je tiens également à dire à cette dame qui nous a écrit hier. Bon, maintenant, elle peut aller justement à ses occupations quotidiennes. Je tiens également à dire à Ousmano Mebenda qui m'a écrit en me demandant pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de suivre DBS ce matin en ligne. Parce que Eneo nous sert son plat préféré depuis déjà une semaine. En tout cas, on espère que vous serez justement, il faut le dire, DBS matin en ligne. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS matin, la deuxième du genre de cette semaine. Nous plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, les riches ont plus besoin des pauvres pour être encore plus riches et les pauvres ont besoin des riches pour être. Bonne journée, au revoir.